Bonsoir à toutes et tous, salut Kyle, salut Julo, salut Estelida, salut Obsilek, salut Yume, salut Acide, salut Méchant Loup, salut aussi Matou de la Sarthe, bienvenue aux nouvelles têtes, salut à celles qu'on connaît bien et qu'on a plaisir à retrouver pour 2 bonnes heures de stream qui vont nous mener jusque 20h, 2 heures pendant lesquelles vous posez vos questions directement dans le chat. Moi je les passe aux invités, vous avez le droit de grogner, d'interpeller, de chafouiner, c'est votre espace, c'est ce stream, on le fait ensemble. Au programme de ces 2 heures, la dissolution, l'exclusion d'Éric Ciotti des Républicains, les annonces d'Emmanuel Macron hier dans sa très longue conférence de presse, et puis aussi la mécanique dubitative des grandes manœuvres au sein du Front Populaire, l'Alliance des Gauches, et à droite, la droite qui implose et se recompose. Ce sera jusque 19h15, heure à laquelle nous irons faire un tour au Parlement européen, dont on a énormément parlé ces derniers mois et qui a été complètement éclipsé par l'annonce de la dissolution par le chef de l'État. Le Parlement européen qui voit s'imposer Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien et leader du parti ultra-conservateur Fratelli d'Italia. Ce sera jusque 20h, avec bien sûr vos questions, vos coups de gueule et les invités que je vous présente tout de go. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près 19h à Beyrouth, il est à peu près déjà demain à Sydney et Tokyo, il est 16h en temps universel, il est exactement 18h03, passé de 27 secondes à Paris, il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Émilie Zapalski. Bonsoir. Salut, tu es communicante politique, fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil. Bienvenue. Merci. À tes côtés, Paul Barcelone qui nous rejoint pour le début du stream. Salut à tous. Salut Paul, t'es journaliste au service politique de France Info. Absolument. Et merci de nous faire l'amitié de descendre d'un étage pour être avec nous ces 10-15 premières minutes. À tes côtés, Lucas Lescope. Salut Lucas. Salut. T'es journaliste et t'es fondateur du site Fast Info. Exactement. Et à tes côtés, Quentin Calmé, qui est un peu notre Paul Barcelone de Public Sénat. T'es journaliste politique et parlementaire La classe. à Public Sénat. Ça me va. Moi aussi. Avant de lancer les débats, il y a déjà une question dans le chat. Paul, tu peux peut-être y répondre. Il y a Estelida qui demande est-ce qu'on sait quand le Front Populaire va faire sa conférence de presse? Non, on ne sait pas encore, puisque c'est peut-être l'actualité la plus brûlante du moment, mais la gauche en France, depuis l'annonce de la dissolution de dimanche soir, semble décidée à s'allier et à présenter des candidats uniques dans les circonscriptions pour les législatives des 30 juin et 7 juillet prochains pour ce qui sera du deuxième tour. Et on attend effectivement la fumée blanche, même si c'est pas très écolo d'ailleurs. On attend la fumée blanche pour... Il y a eu d'abord dans un premier temps un accord de principe qui a été trouvé. Maintenant... il y a 2 discussions qui sont en parallèle. D'un côté, les candidats à répartir, quelle circonscription on donne au Parti Socialiste, sur quelle circonscription c'est plutôt un candidat écologiste ou un candidat communiste ou un candidat insoumis qui représentera l'alliance de la gauche. C'est de ça dont on discute. Et puis de l'autre côté, c'est quel programme on met en place, quel programme on propose aux Français et surtout, qu'est-ce qu'on met en application si d'aventure la gauche était majoritaire. Voilà, un contrat de gouvernement, si la gauche était majoritaire. Quelle proposition, quelle loi on fait voter, quel texte. Et alors là-dessus, il y a des points d'achoppement. Est-ce qu'il faut reconnaître un État palestinien? Qu'est-ce qu'on fait de Gaza? Dans la première réunion dont je parlais, qu'est-ce qu'on fait du cas, par exemple, d'Adrien Quatennens? Voilà, c'est ce genre de discussions qui sont à l'œuvre en ce moment. Donc on ne sait pas quand le Front Populaire va annoncer ces accords et on attend un communiqué de presse qui pourrait d'ailleurs, durant votre stream, tomber à tout moment sur un accord. Et les audiences vont grimper d'un seul coup, ça va être super. Depuis dimanche dernier, il s'est passé plein de trucs, Paul. Oui, il s'est passé plein de choses. Peut-être une synthèse pour ceux qui nous rejoignent. Alors ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais en clair, les élections européennes ont placé le Rassemblement national, parti d'extrême droite, en tête, avec, si on y ajoute certaines voix des Républicains et par exemple les voix de Reconquête, quelques 40% des votes qui ont eu lieu dimanche. Partant de ce constat, Emmanuel Macron a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale. Il l'a annoncé à 21h dimanche, alors même que ses soutiens, ses ministres, des députés, des conseillers, des proches, des amis disaient il ne fera rien, il ne prendra pas de décision hâtive, il se laissera le temps de réfléchir, probablement de laisser passer les Jeux Olympiques, et puis il se lancera dans quelque chose, dans une initiative politique. Il a pris tout le monde par surprise, il a fait un véritable coup de poker et a annoncé la dissolution dimanche soir. Il faut comprendre que c'est un véritable tremblement de terre, c'est un séisme politique, et donc depuis, il y a des suites, il y a d'autres vagues, et ce tremblement de terre, il a des conséquences. Par exemple, sur la droite républicaine. Partout, en fait. Exactement. Le président des Républicains, Éric Ciotti, a choisi de proposer une alliance avec le Rassemblement national, manifestement seul, et vous aurez l'occasion d'en reparler
il est pas suivi par les cadres de sa famille politique. Certains, dans le camp d'Emmanuel Macron, choisissent de quasiment faire cavalier seul. Je pense par exemple à Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Et puis il y a ces alliances à gauche dont je parlais qui sont en train de se nouer. Donc il se passe plein de choses. Le paysage politique explose, peut-être encore plus qu'en 2017. Et on assiste aussi à une forme de recomposition. Hier, le président de la République a tenu une conférence de presse qui avait toutes les allures d'une forme de conférence de presse de directeur de campagne. De lancement de campagne, exactement. On peut peut-être en parler maintenant. Où il a aussi donné sa vision des choses. 3 blocs, un bloc droite, extrême droite, gauche, extrême gauche, et un bloc central qu'il prétend représenter. Émilie, le président voulait clarifier, il voulait faire œuvre de clarification. C'est un mot qui est souvent revenu dans la conférence de presse. Conférence de presse qui a duré très longtemps, que tu as suivi, j'imagine. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette conférence de presse? Qu'est-ce qu'on en tire? Rien de très neuf. C'est peut-être qu'il a voulu clarifier, mais moi je crois qu'il a voulu surtout répéter ses messages. Alors ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en tout début de conférence de presse, il a ciblé son nouvel adversaire, c'était LFI. Tout de suite, il a parlé d'extrême gauche en disant que l'extrême gauche avait créé la conflictualisation des débats au Parlement, que c'était le bazar à cause d'eux. Donc on voit bien la stratégie. C'est déjà la bataille contre l'extrême droite et maintenant c'est contre l'extrême gauche en disant moi je suis le centre, je suis quelque chose de raisonnable. Ça n'a rien de très neuf. Tout ce qu'il a proposé, moi j'étais même étonnée qu'il aille dans le détail de mesures dont on se fout complètement aujourd'hui. Alors je dis pas qu'on s'en fout habituellement. Mais les écrans pour les enfants, enlever les portables aux enfants de 11 ans ou 12 ans. C'est un sujet de santé publique. J'ai pas très bien compris ce que ça avait aujourd'hui. C'était complètement délirant. Et avec cette idée, venez à moi, pauvre brebis égarée à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, parce que je suis le seul bloc central un peu mou, mais raisonnable. Je pense que ça n'a rien fait de très bon. Je pense que tout autour de lui, les gens lui disent plutôt essaie de moins apparaître et ça nous aidera. Il n'entend pas du tout. Moi, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est la photo de sa reporter, de sa photographe officielle. Voilà, je pense que tout le monde l'a vu. Enfin, elle a beaucoup circulé sur X. Cette mise en scène en noir et blanc. Cette mise en scène où on voit qu'a priori, c'est le moment où Emmanuel Macron annonce la dissolution et en face, on voit les mines déconfites de Darmanin, Gabriel Attal, tout le monde qui est complètement qui comprend même pas. C'est assez le reflet de ce qui se passe. Elle a attendu sa majorité, cette photo de la Soisy de la Moissonnière. Et on a justement vu que dans ce bloc central, on sentait que justement on n'était pas forcément tout à fait d'accord avec ce que faisait Emmanuel Macron et on le montrait et on l'a fait savoir dans la presse même. C'est de la communication politique. On se demande sur quoi est-ce que l'Élysée veut communiquer avec cette photo, parce qu'effectivement tout le monde fait une tête d'enterrement, faut le dire. On voit la présidente de l'Assemblée nationale qui de facto perd son poste. On voit Gabriel Attal qui fait aussi une mine vraiment, et en plus la photo est prise au-dessus de Macron, donc lui en revanche on voit pas son visage, et donc on se dit pourquoi communiquer là-dessus? Est-ce que c'est pour encore plus solenniser le scrutin, le moment, le dramatiser le dramatiser, voilà, en disant le moment est grave, et je suis le maître des horloges, et il y avait justement cette horloge, je fais ce que je veux et c'est moi qui décide. Et d'ailleurs il l'a rappelé dans sa conférence de presse, c'est un scrutin parce que je veux redonner la parole aux Français, je veux qu'ils puissent décider des orientations politiques. Par contre mon poste n'est pas mis je suis élu jusqu'en 2027, je ne démissionnerai pas et c'est pas mon poste qui est en jeu. Et il l'a bien rappelé. Tu étais Quentin, à cette conférence de presse. On y était tous les deux. Non, mais il y avait 170 journalistes, donc c'était. T'as posé une question au président de la République, je crois. Oui, moi j'ai pu poser une question effectivement. Alors il y avait un ordre qui était établi, donc je suis passé tout au bout de la conférence de presse, puisque pour raconter un peu les coulisses de l'événement, donc on est dans une salle qui a été louée par Renaissance et non plus par l'Élysée. On n'est plus à l'Élysée. C'est donc un hôtel particulier qui a été loué pour la campagne. Et donc les journalistes politiques c'était un peu organisé pour pas subir les décisions des attachés de presse de Renaissance qui distribuaient le micro et qui des fois demandent aussi la question pour un peu piloter la conférence de presse. Donc là il y avait une organisation qui a été mise en place avec la presse nationale qui posait la première question, les chaînes info en 2, les radios en 3, la presse nationale en 4, la presse quotidienne régionale en 5, les pure players en 6, etc. Et donc nous on n'avait pas de questions, les chaînes parlementaires, on est trop petits, on est Public Sénat
pas LCP tout en bas de l'échiquier l'importance de tous ces médias qui avaient droit à une question, mais on avait quand même fait savoir que c'était un sujet hautement parlementaire, la dissolution, que les chaînes parlementaires aimeraient bien poser une question face aussi à l'importance du moment politique et effectivement au fait que c'était des sujets très parlementaires. Donc on avait un peu engueulé gentiment l'attaché presse de Renaissance en disant il faudrait un 9e média, les chaînes parlementaires. Il avait dit oui. Et t'as posé quelle question? Alors du coup, on avait prévu des questions très parlementaires, puisque nous, on s'intéresse à ce qui se passe des textes, le projet de loi agriculture, qu'est-ce qui était fait sur le sujet calédonien. Et il y a des journalistes avant nous qui ont posé des questions très parlementaires aussi sur le Congrès, est-ce qu'ils pensent encore modifier la Constitution, etc. Donc toutes nos questions qu'on s'était un peu mis de côté avec nos collègues d'LCP, parce qu'on s'était fait une boucle pour se mettre un peu d'accord, elles ont toutes été posées avant qu'on accède à cette question. Donc on est arrivé assez bas dans cet ordre de questions, et on avait préparé une question sur le danger de faire du Rassemblement national le balancier de la vie politique dans une 5e République qui est constituée comme ça d'un mouvement entre la gauche et la droite. Est-ce qu'il ne prenait pas un risque majeur, Macron, en ayant fait du RN ce contrebalancier dans les institutions qui était au bout d'un moment de le mettre au pouvoir, quoi. Et il a balayé la question en disant c'est pas du tout la lecture qu'il faut faire de nos institutions. Le général de Gaulle serait pas d'accord avec vous non plus, lui qui avait créé une 5e République pour sortir du régime des partis, et il a balayé la question en disant que c'était pas du tout son opinion, quoi, du tout de... Ce qui a été sa position, ce que raconte Quentin, ça a été sa position pendant toute cette conférence de presse. Il a refusé de se positionner dans un scénario où il serait obligé, au soir du 7 juillet ou le 8 juillet au matin, de nommer un Premier ministre qui viendrait du Rassemblement national. Alors c'est dans l'esprit de tout le monde, pardon. Exactement, il s'est même énervé très fortement en engueulant presque un journaliste qui n'y était pour rien. C'est quoi ce défaitisme des élites? Exactement. Alors que la question du journaliste était mais qu'est-ce que vous ferez avec un ministre des Affaires étrangères du RN factuelle, concrète. Comment vous allez gouverner? Et à cette question, il répond pas, parce qu'effectivement, comme le racontait Quentin, il estime que c'est de la politique fiction. Mais c'est pas tant de la politique fiction à partir du moment où dimanche soir, il décide de renverser la table, de dissoudre l'Assemblée nationale et de provoquer des élections législatives au soir même d'une élection européenne qui place le Rassemblement national comme étant le premier parti politique de France. Après, il faut quand même être prudent, parce que peut-être qu'il peut réussir son pari aussi, parce que là, on a tout de suite dit, c'est perdu, il faut quand même... C'était le temps de la sidération aussi. Oui, c'est quand même... il y a quand même plusieurs hypothèses qui peuvent arriver. C'est vrai que le Rassemblement national avance ses billes d'une manière plus maligne que ce qu'on pouvait penser, ce que j'imagine Emmanuel Macron pensait, mais il faut quand même qu'ils aient 289 députés. Ils en sont à 88, donc le chemin est quand même encore long. Côté gauche, c'est pas encore gagné non plus. Vous avez parlé de l'Alliance, il y a encore des choses qui sont... C'est vrai qu'on est étonné. Les premiers sondages qui sortent depuis hier et qui donnent la composition possible au sort des législatives donnent un RN très fort, 230, 250 et les sondages députés. étaient pas parfaits en 2022 pour le coup sur les législatives, parce que c'est une élection très compliquée pour les sondeurs. Je suis d'accord, mais voilà, c'est assez compliqué d'y voir vraiment clair. Je dis pas qu'il va gagner forcément son pari ou que le RN va rater cette majorité, c'est possible. Mais en tout cas, il a fait tout ça, et ce qu'on voit, c'est que quand même, et c'est le résultat, je pense, un des résultats qu'il voulait obtenir, c'est le RN, les Républicains qui explosent. Il finit l'explosion des Républicains qu'il avait démarré en effet en 2017. Ça, on peut se dire que dès le lendemain, c'était quasiment acquis. Mardi, encore pire, avec Ciotti qui s'enferme dans son bureau. Enfin, en plus, ça donne une image ridicule, même si les cadres du parti, comme vous l'avez dit, sauvent la mise en disant jamais on s'alliera avec le RN. Je pense que c'est pas ce que pensent les militants, ou en tout cas une majorité de militants, mais ça donne une image ridicule en tout cas. Donc ça, il a déjà réussi ça. C'est vrai que je pense qu'à gauche, peut-être il s'attendait pas à ce que ça prenne cette... Il pariait sur la division de la gauche. Oui, et c'est vrai que même si on sent qu'il y a des obstacles encore à cette union, on sent qu'ils sont très motivés, et que ce plus petit dénominateur commun qu'ils leur ont donné, c'est-à-dire de se battre contre l'extrême droite, commence à fonctionner. Moi, j'ai été très surprise de voir Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie, qui n'a jamais supporté le positionnement et la façon d'agir de la France insoumise, qui dire à la NUP, dans un tweet, il y a urgence, il faut aller au Front Populaire, il faut plus, même si c'est en se bouchant le nez ou quoi, il faut y aller. Donc il y a quelque chose de fort, et ça, je suis pas sûr qu'il l'avait vraiment prévu. Il y a Kyle qui dit dans le chat, pardon, je te coupe la parole, excuse-moi, il y a Kyle qui dit il n'y a aucune chance que Macron réussisse son pari si la gauche s'unit.
pas sûr, parce que si on se retrouve avec, dans les cas de figure, il faut voir que localement, on peut se retrouver avec des députés sortants LFI face à des députés RN, et dans ces cas-là, je pense qu'il y a même des gens de la gauche qui vont avoir du mal encore à voter LFI. Mais bon, après, on est toujours dans des hypothèses. On verra le programme commun. Si le programme commun est moins abstrait que ce que nous a montré la conférence de presse d'Emmanuel Macron, où il y avait plein de mesures. En fait, ce que je veux dire, c'est que le Français qui suit la politique, mais peut-être un peu de loin, il retient pas une ou deux mesures un peu fortes. Il est assailli d'informations. Et Emmanuel Macron, enfin, si la NUPS, maintenant le Front Populaire, arrive à sortir 15 mesures très fortes, peut-être un peu plus modérées. Je ne sais pas si ça joue aux mesures. Je pense qu'ils ont bien compris que ça se jouait aussi au nom du Premier ministre, puisqu'on a vu que Jean-Luc Mélenchon, ils l'ont mis de côté. Emmanuel Macron a proposé... Là où on l'attendait plutôt à peut-être se proposer un peu plus devant. C'est ce qu'il avait fait en 2022. Il avait dit, moi je peux être Premier ministre. Là, il a dit, je suis en capacité, mais il n'a pas dit que c'était le bon client pour ça. Et les autres ont dit, c'est pas une hypothèse pour l'instant. Et il a refusé un débat avec Gabriel Attal et Jordan Bardella en disant, pour l'instant, c'est les chefs de parti qui sont aux manettes. Moi, je suis pas du tout dans la liste. Donc, on voit ça peut être repoussoir quand même. Non, mais ça, c'est pour se rendre aussi désirable. Et d'ailleurs, il était hier soir aux 20h de France 2. Il est repoussoir ou désirable. Oui, c'est ça. Il était hier soir aux 20h de France 2 où j'ai trouvé qu'il jouait un peu le côté père de famille, bon père de famille, alors même que effectivement, il s'est créé ces derniers mois une espèce d'image hyper clivante sur Gaza pendant la campagne européenne où il a multiplié les sorties parfois outrancières, etc. Il essaye aujourd'hui d'un peu ménager la chèvre et le chou pour apparaître comme un Premier ministre responsable ou en tout cas comme un Premier ministre putatif. Mais enfin, c'est rien de dit effectivement qu'il va réussir. Moi aussi, j'ai trouvé que Mélenchon avait aussi nuancé son attitude, son propos. Il a dit à plusieurs fois à la présentatrice, à la Pix, si vous me permettez, alors qu'habituellement on sait qu'il peut y aller complètement dedans et taper sur le présentateur du JT. Là, il disait si vous me permettez de dire ça, etc. Donc je trouvais qu'il avait mis beaucoup de rondeur, et d'ailleurs ça me faisait sourire parce que sur Twitter, moi j'avais mon fil où j'avais beaucoup de militants de gauche qui attendaient de voir s'il y avait l'accord, etc., qui disaient pourvu que Mélenchon ne dise rien, et avec des petites, et qui casse pas l'accord qui était en cours de négociation. Il y avait des gens qui mettaient des petites bougies dans leur tweet pour faire genre que Mélenchon soit modéré, etc. Pour une partie de la gauche, quand même, le mal est fait déjà chez Jean-Luc Mélenchon, parce qu'en effet, même au-delà de la République c'est moi, ce qu'il avait fait avant, tout ce qu'il a fait sur Gaza, qui a été très efficace, il faut dire, parce que les sondages montrent que dans des quartiers des banlieues, le vote LFI a augmenté, en tout cas dans les sondages. Tout à fait. Sur les européennes, c'est le moment qui a basculé, qui a fait que... Ils ont quand même eu 9%, mais le mal est fait parce que justement ce côté antisémite, ces insultes, de ne pas reconnaître le Hamas comme mouvement terroriste, c'est resté, et ça peut vraiment empêcher certains de voter. À voir comment, en effet, le Front Populaire arrive à gommer ça. Pour l'instant, ils sont assez intelligents parce qu'ils disent c'est l'urgence, c'est la bataille contre l'extrême droite qui est importante. On voit les manifestations aussi, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, et un peu partout, parce qu'au début c'était à Paris, on a vu que ça allait dans d'autres villes. Donc peut-être que ça, c'est jouable. C'est vraiment la gauche qui se bat contre l'extrême droite pour pas laisser le champ. Et ce pourquoi ça marche bien depuis dimanche soir, c'est qu'il y a des figures assez clivantes. Moi, je pense à Sandrine Rousseau qui m'a énormément marqué le soir justement de la dissolution, qui était, il me semble, sur TF1, et qui prend comme ça une position, elle qui de base est assez, on va dire, véhémente. Elle arrive tout de suite à dire, en fait, on s'en fiche des querelles, il faut absolument qu'on s'unisse, et c'est une urgence. Et c'est cette urgence créée qui a réussi à créer cette dynamique, en fait. C'est ce mot d'urgence, c'est cette élection jamais. On le répète à chaque élection que c'est cette élection jamais. Mais cette fois-ci, la mayonnaise prend, en fait. Et tu le dis pour... Alors, attendez, je vous coupe parce que dans le chat, il y a, comme à chaque fois qu'on parle d'antisémitisme et de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, on n'a pas dit que Jean-Luc Mélenchon était antisémite. On a dit qu'il y avait une crispation autour du sujet. Pardon. Vas-y, continue. Ouais. Non, et en plus, il donnait l'exemple de Sandrine Rousseau qui elle, est une députée pro-NUP. Mais nous, on a vu aussi des sénateurs PS qui, eux, sont complètement anti-NUP. Et on parlait de Carole Delga. C'est cette ligne-là. Il y a beaucoup de gens qui, à gauche, ont dénigré la NUP depuis 2 ans, qui, là, disent non, alors, l'accord, maintenant, il est prioritaire. Il faut s'entendre au-delà des problèmes avec LFI parce que le danger est trop fort avec le RN. Et donc, qui sont en train d'oublier leurs critiques sur LFI
LFI, qu'ils avaient même il y a 15 jours, au moment de la campagne des européennes. Il n'y a pas longtemps. Il y a 6 jours. Ils avaient vendredi dimanche après-midi, mais pas dimanche soir. Qui mettent sous le tapis pour l'heure, parce que la priorité, là, c'est de s'organiser à gauche, selon eux, le danger du RN étant trop fort, quoi. Et donc ça, on l'a vu, parce qu'en plus, au Sénat, on est vraiment dans un lieu où il n'y a pas de LFI. Donc il n'y a aucun sénateur LFI, donc ils sont assez souvent anti-LFI. Oui. On pense à Patrick Caner, l'ancien ministre de Hollande, etc. Il y a plein de figures qui ont pris la parole pour dénoncer LFI ces dernières années et qui là, oublient les critiques pour l'instant. On va voir un peu ce que dit François Hollande aussi, quand même, ancien président. Qu'on n'a pas encore entendu. Voilà, qui va intervenir ce soir à 20h sur TF1. Donc ça va être intéressant de voir quel positionnement il a. Est-ce qu'il prend le recul en disant l'urgence est là et en proposant peut-être aussi d'avancer ses billes et sa tête pour tout ça, puisqu'il loupe quand même jamais une occasion d'intervenir quand ça commence à craquer. Mais c'est intéressant de voir comment ça évolue et voir s'ils annoncent ce soir ou demain un accord. Et ce qui était hyper intéressant, je parle juste un peu de la jeunesse pour voir. C'est bien d'en parler même beaucoup. Mais c'est un voir peu notre aussi... caution jeune en fait. C'est ça. Je me permettrai pas. Mais sur les réseaux sociaux, on voit aussi un vrai mouvement. On avait vu le mouvement All Eyes on Rafah. Je vais pas le comparer ces mouvements, mais on voit un vrai mouvement très très fort. Alors déjà pour la procuration. Alors ça pour le coup c'est un super point. Il y a une ONG qui est super, qui a voté, qui fait un taf génial, qui a créé un Tinder d'ailleurs pour la procu. Plan procu, voilà, c'est ça exactement. Il faut dire qu'il faut s'y prendre à l'avance, quoi, parce qu'il faut passer à un commissariat ou une mairie. Alors, si on n'a pas l'identité numérique. Ouais, les européennes, pour le coup, moi je l'ai fait en vraiment 2 minutes et c'était fait. Franchement, ça a été hyper rapide, donc faites votre procu. Mais donc un plan procu, des grosses stories, de longues stories, en tout cas sur les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup qui prennent position sur Insta et sur TikTok. Des personnes qui étaient de base pas très politisées, ou en tout cas politisées sur des crises, des causes, mais pas du tout sur la politique nationale, et qui là deviennent militants. Oui, on sent que ça réveille. Alors moi, je pense que les jeunes, de toute façon, font de la politique et s'informent à leur façon, c'est-à-dire pas dans les médias traditionnels. Mais on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre du réveil. Et puis, tant mieux. Il y a des manifestations dans les lycées, il y a des choses comme ça qui se passent. Et c'est vrai qu'on sait que ça vient de là aussi quand il y a cet élan pour un combat qui paraît juste, quoi. Alors, c'est vrai que c'est intérêt manifeste pour les plans procu. Voilà, le chat aime bien les plans procu. Par contre, ce qui revient beaucoup, c'est le plan procu, c'est une arnaque de macroniste. Mais non, c'est pas du tout un truc de macroniste. Allez, Paul Barcelone. Mais non, mais c'est justement c'est ça qu'il faut s'enlever de la tête. Lucas en parlera mieux que moi, parce que du coup on se vieillit vite dans cette émission, parce que c'est lui qui est devenu la caution jaune de cette émission. Oui, c'est le plus brillant de tous. Non, mais pas du tout. Et Lucas a raison de le dire, en fait. Ça a été monté par un ancien proche de Macron. Mais non, mais en plus je le connais très bien, c'est un ami personnel. Non, mais alors vas-y, mais en fait c'est pas du tout un truc de Macron, c'est pas un truc du gouvernement. Vas-y, raconte. C'est pas du tout un truc de gouvernement, c'est un truc pour faciliter la procuration. Effectivement, ça prend 2 minutes sur internet et ensuite il faut aller faire valider son identité à l'entrée d'un commissariat ou d'un tribunal quelconque. Ça prend 30 secondes, même si vous n'êtes pas dans la ville du lieu où vous votez. Je parle pour moi, par exemple, j'habite à Paris, mais je vote pas, mon bureau de vote n'est pas à Paris. Et j'ai rempli ma procuration sur internet et j'ai été le commissariat le plus proche de chez moi le faire valider, et pour autant j'étais pas du tout dans la ville où est établi mon bureau de vote. C'est hyper facile à faire, il faut le faire un peu avant l'élection, évidemment, et surtout ça permet de pas laisser les autres choisir pour vous. Mais sur le plan procu, t'en parleras mieux. Non, mais sur le plan procu, juste pour démonter l'info de c'est quelque chose de macroniste, etc. Alors c'est vrai que l'ONG a voté, a quand même une position anti-extrême droite et qui est claire. Par contre, sur ça a été créé par un collab macroniste. Alors, c'est un peu vrai, mais l'ONG est totalement apartisane. C'est justement pour ça qu'il l'a quitté. Ça a été fondé notamment par Dorian Dreuil, que vous connaissez très bien chez France Info, qui passe souvent et qui est très respecté, et notamment quelqu'un d'autre qui s'appelle Grégoire Cascara, et qui, lui, pour le coup, maintenant est collaborateur de ministre, puisqu'il est collaborateur du ministre du budget. Mais il n'a plus aucune fonction à voter depuis 2 ans. Donc, ça n'a aucun sens. Et
quand bien même on fait pas le plan procu de l'ONG à voter, en fait moi je suis pas partisan et je m'en fous. C'est un des outils. C'est un des outils. Faites une procu si vous n'êtes pas là, et même si vous n'êtes pas sûr d'être là ou pas là, faites une procu, on sait jamais, parce que c'est l'été, on sait jamais, surtout quand on est jeune, on est très mobile. Les vieux ne bougent pas. Non, mais j'ai pas ça, mais c'est que ne prennent pas de vacances. mais quand on est un peu plus âgé, on pose des vacances. Quand on est en lycée ou à la fac, exactement. Et donc quand on est au lycée ou à la fac, par définition, on peut partir sur un coup de tête. Donc faites votre procu au cas où, vous le donnez à vos parents, à vos potes, on s'en fout, mais faites votre procu. Ichigo, qui va peut-être pas partir sur un coup de tête dans le chat, nous disait tout à l'heure, j'ai toujours pas compris pourquoi personne a demandé à Macron pourquoi dans 20 jours, alors qu'il aurait pu faire ça après les JO. C'est la question du tempo. C'est pensé. On lui a demandé si. C'est calculé quand même. Oui, voilà. D'abord, il y a la volonté de prendre tout le monde par surprise. Ensuite, il dit je constate le score de l'extrême droite et je suis obligé d'y apporter une réponse politique. Et puis la troisième explication qui vaut après avoir dit que les européennes n'étaient un scrutin européen et qu'il fallait pas en tirer les conséquences. Là-dessus, je suis moyennement d'accord avec toi parce qu'il a aussi un peu soufflé le chaud et le froid en disant parfois quand le peuple vote, ça n'est jamais anecdotique. Et ça, c'était au fameux 20h de TF1 et France 2, juste après le début des commémorations du débarquement. De toute façon, il en fait qu'à sa tête habituellement. On savait pas trop. Et ça lui a permis de faire diversion par rapport aux résultats de son camp aux élections Et ensuite, européennes. il prétend que c'est une autre explication à cette décision de dissolution. Et après, je vous laisse parce qu'il est déjà 18h28. Mais il dit, ça fait 2 ans qu'on est dans le désordre parlementaire le plus total, que j'arrive de moins en moins à avancer, alors même que le gouvernement a probablement fait une erreur de communication en disant depuis 2 ans, regardez, on a fait voter plein de textes. Et je pense qu'en fait, la meilleure stratégie politique, c'était plutôt de dire, on peut pas avancer avec cette assemblée. Voyez l'assemblée que vous m'avez confiée, la majorité relative, c'est intenable, etc. Ils ont fait plutôt le choix de communication inverse en disant, on a fait voter des centaines de textes, on a trouvé des majorités de projets, etc. Mais il part du constat qu'il y a un désordre parlementaire, qu'il n'a pas de majorité absolue, que c'est le bordel à l'Assemblée. Il a même lui-même utilisé l'expression de bordélisation, et donc il renverse la table. Ouais, enfin, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Moi, je pense qu'en effet, l'histoire de la bordélisation, il l'a dit notamment sur les drapeaux palestiniens qui étaient sortis récemment. Donc il a donné cet argument-là, mais à mon avis qui est un peu bidon, dans le sens où je pense qu'il met surtout la pression sur tous les partis, et on voit justement ça demande beaucoup d'aller vite sur ces législatives. Et surtout, il dit en gros, vous allez voir le RN, vous avez voulu voter aux élections européennes pour le Rassemblement national parce que ça n'a pas d'incidence directe, alors que ça en a, sur la France. Alors que là, vous allez voter et il va y avoir des répercussions. Imaginez Bardella Premier ministre, imaginez, je sais pas, Thierry Mariani aux Affaires étrangères, imaginez justement pour les JO qui va être ministre de l'Intérieur alors que ça va se faire juste après. Et je pense qu'il est en train de dire, vous avez voté, vous vous êtes même pas rendu compte que vous votez pour un gouvernement complètement délirant. C'est ça qu'il veut faire la preuve. Il veut que les Français prennent conscience de l'inconséquence de leur vote. Mais je pense que là, il se trompe parce qu'il considère que c'est pas un vote d'adhésion. Ce qui s'est passé aux européennes, alors qu'il y a une partie, c'est un vote d'adhésion. Pas toujours pour les idées racistes du Rassemblement national, mais pour tout ce qui donne d'autres sur le pouvoir d'achat, sur tout ça. C'est des votes d'adhésion et non plus des votes de rejet. Donc ils le veulent. Enfin, les 1 Français sur 3, ou je sais pas combien ils en sont, ils veulent le Rassemblement national, quelle que soit la vieille poussière qu'ils ont cachée sous le tapis. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, l'idée c'est de gagner du temps et de prendre tout le monde de court, de gagner du temps, donc de prendre tout le monde de court en annonçant cette dissolution maintenant et non pas à l'automne, puisque en fait, ce qu'on entend aussi beaucoup, d'ailleurs c'est des arguments qui sont sortis par les soutiens d'Emmanuel Macron, c'est que cette dissolution, elle devenait inévitable et qu'elle allait arriver au moment du budget à l'automne prochain. Parce qu'il craignait une motion de censure. Voilà, sinon, là, les LR allaient voter la motion de censure qui a été déposée déjà des dizaines de fois par LFI, la gauche et par le RN. Et donc là, vu que les LR allaient la voter, le gouvernement allait devoir du coup être censuré. Donc là, il gagne un petit peu, en tout cas, il prend lui, redevient le maître des horloges, il prend les devants sur cette dissolution qu'il allait subir à l'automne au Parlement, et il l'annonce tout de suite en prenant tout le monde de court, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais les listes électorales, les inscriptions
Pour les candidats, c'est dimanche 18h. Donc ça veut dire que tous les partis, là, en ce moment, ils doivent imprimer leur tract, ils doivent se mettre d'accord, etc. C'est très court. La gauche. C'est extrêmement court. La NUP s'était fait en quelques jours, mais quand même avec un délai de quelques semaines pour les élections législatives, etc. Là, ils ont 5 jours pour se répartir. Et au point que le Conseil constitutionnel se penche dessus en risquant d'annuler. Avec la recomposition express qu'on voit chez LR, là, on disait, il y a un juge qui doit arbitrer demain à 11h. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on est vendredi 11h pour savoir si la droite peut investir des candidats ou si c'est Ciotti qui investit des candidats, et sachant qu'on est à 48 heures du dépôt des listes en préfecture pour les candidats. Et puis parfois, une élection, c'est très pratique. C'est des tracts, des logos, et donc tout ça, si justement la sincérité du scrutin est mise en cause, ça va poser un gros problème. Et quand tu parles des logos, tu parles de LR. Excusez-moi, je vous coupe, il est 18h32 et j'ai Paul qui me supplie de libérer. Salut Paul Barcelone, journaliste politique au service politique de France Info et Midi, pardon. Oui, juste, moi je trouve que on comprend le calcul qu'il fait, on comprend ce qu'il a comme idée derrière la tête. Moi je trouve que c'est dangereux quand même, parce que en effet, tu as parlé des JO. On va avoir les JO, on va avoir cette période entre le 7 et puis les JO. Imaginez quand même, et d'ailleurs ça commence à tourner sur Twitter et tu sauras mieux me le dire. Imaginez si c'est justement le Rassemblement national qui a la majorité. Imaginez si c'est Bardella qui est nommé Premier ministre. Imaginez la foule dans la rue, et il y a des policiers qui commencent à s'inquiéter, qui sont déjà sur le pont pour s'organiser sur les JO et qui vont devoir gérer des manifestations éventuelles mais quasiment probables. Enfin, des émeutes, des manifestations. Moi je trouve que c'est quand même un président qui crée un énorme bazar pour nous donner des leçons en disant vous avez mal voté. Je trouve que c'est un peu dangereux, quoi. Là on parle de pyromane, c'est un peu dangereux. Lui dira que la meilleure solution et que c'est jamais une mauvaise solution plutôt de redonner la parole au peuple. Et que justement toute frustration en démocratie doit justement s'exprimer et que le vote est à la fin la meilleure solution. Oui, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'entende pas le message qui est donné par justement. Non, mais bien sûr. Je me fais l'avocat du diable. Moi non plus, mais il n'entend pas le message qui est donné. Pourquoi les gens votent RN? Il n'y a pas 40% de fachos en France. Alors on va revenir peut-être sur ce côté peut-être un peu hors sol d'Emmanuel Macron. Je voudrais juste vous faire une parenthèse, peut-être une pause lexique, parce qu'il y a pas mal de gens qui posent la question, et c'est une question qu'on pose souvent aux médias, et comme nous avons un chat, c'est l'occasion donc d'y répondre. C'est Mizetnif qui vous demande ça, c'est bonsoir. Perso, je regarde pas mal votre chaîne, c'est très bien, et je ne comprends pas que vos journalistes et éditorialistes continuent à parler d'extrême gauche pour parler de LFI, alors que le Conseil d'État a statué sur le fait qu'il s'agissait d'un parti de gauche normal. Je trouve cela irresponsable de votre part, car j'entends beaucoup les extrêmes pour envoyer dos à dos la gauche et l'extrême droite, alors que seule l'extrême droite est un danger mortel pour la société. C'est ce que dit Mizetnif. Pourquoi on dit que LFI est l'extrême gauche? Vous avez 2 heures. Non mais c'est simplement, et moi je le fais de façon très courte parce qu'ils seront bien plus pro que moi, mais c'est simplement on prend un axe gauche-droite, c'est l'un des partis les plus à gauche, donc on dit extrême gauche. Voilà. C'est exactement comme Marine Le Pen qui a demandé, je crois d'ailleurs, une vérification au niveau de l'Assemblée pour ne pas être intitulée extrême droite. C'était au ministère de l'Intérieur. Et c'était au ministère de l'Intérieur, et elle a bien eu la réponse comme quoi, oui, c'était l'extrême droite parce que à l'Assemblée, ils sont situés justement de gauche à droite. Et en gros, après Marine Le Pen, il n'y a personne, puisqu'il n'y a pas Reconquête, il n'y a pas de député Reconquête. On pourrait imaginer qu'à l'extrême gauche, ultra droite, et à l'extrême droite, il y aurait encore quelqu'un. Et pareil, à gauche, ils sont situés à l'extrême gauche. Donc ça, c'est du vocabulaire, c'est la rhétorique normale. Et puis c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a quand même des propos assez radicaux, qui sont pas du tout les mêmes que le Parti socialiste notamment, et même quelquefois que le Parti communiste. C'est ça qui est un peu bizarre. Donc il y a quand même une radicalisation forte côté LFI. Et puis je pense que dans ce qu'on dit et ce que renvoie comme argument Emmanuel Macron, c'est la conflictualisation en fait des débats que Jean-Luc Mélenchon a demandé ou provoqué, ou en tout cas souhaité, comme s'il fallait mettre à plat toutes les institutions pour pouvoir reconstruire. Donc là, on peut se dire que c'est quand même un mouvement qui peut être un peu... Et alors juste pour être pas tout à fait sur la même ligne qu'Émilie, même si on est d'accord sur beaucoup de choses, j'emploie pas extrême gauche pour LFI, on est dans ma
disent, mais à ce moment-là, on met quoi? On met où le NPA, par voilà. exemple? En revanche, comme il existe des partis, à droite de la droite qui sont encore plus à droite que celui de Marine Le Pen. Alors donc NPA, oui, extrême gauche. La LCR à l'époque, oui. Il y a d'autres petits partis communistes révolutionnaires pour lesquels moi j'emploie extrême gauche. En revanche, LFI est à la gauche de la gauche. Oui. Et en revanche, le RN, eh bien, pour le coup, extrême droite, ça je suis d'accord avec toi, puisqu'en plus la justice a tranché le débat en 2022, je crois que c'est en 2022, sur le fait qu'elle refusait ce terme, et donc du coup elle a attaqué la décision en justice administrative qui a tranché et qui a bien continué à dire que le ministère de l'Intérieur devait étiqueter extrême droite les listes RN. Mais du coup, je suis plutôt d'accord avec cette remarque du chat. Eh ben, j'espère que nous avons clarifié, que nous avons fait œuvre de clarification. Après, effectivement, la LFI n'est pas une gauche de gouvernement, donc du coup, il faut la définir différemment à gauche de les écologistes, les communistes ou les socialistes. Et effectivement, c'est pour ça que l'extrême gauche permet aussi peut-être trop rapidement, selon moi, de faire cette distinction. Mais en tout cas, je n'utilise pas cette expression. Oui, après, il y a l'image aussi qu'on a. Et c'est ce que je disais sur Jean-Luc Mélenchon. Parce que si on regarde les sondages, en fait, au fur et à mesure de ses actions, justement, Jean-Luc Mélenchon est devenu quelqu'un que, globalement, en majorité, les Français craignent plus que Marine Le Pen. Ça veut dire qu'ils imaginent plus facilement Marine Le Pen prendre du pouvoir que Jean-Luc Mélenchon, qui fait extrêmement peur parce qu'il a des réactions très impulsives. On l'a vu colère plusieurs fois. Alors, ce sont des perceptions, ça. Oui, ce sont des perceptions, mais ça fait partie aussi de ce pourquoi on vote souvent quand même. On vote pour des personnalités, on vote pour des images. Ça compte aussi. Et alors, je dis pas que ça définit son extrême gauche ou pas, mais en tout cas, ça compte, ça peut faire repoussoir. Alors, et jusqu'à mardi, les stratégies n'étaient pas la même. La stratégie de Marine Le Pen depuis une petite dizaine d'années, c'est de se rendre le plus respectable possible. Là où Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être très clivant à gauche. Et c'est deux stratégies différentes qui amènent du coup deux positionnements, deux visions de la personne différentes. Et ce qui est intéressant avec le Front Populaire ou le nouveau Front Populaire, c'est que justement là, ils veulent essayer dans cette gauche qui se reforme un petit peu différemment que la NUPES, parce que ce qu'il faut voir, c'est que la NUPES, elle était embarquée justement par LFI, donc je dirais pas extrême gauche, mais en tout cas embarquée par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Et même les couleurs, les logotypes. Tout, alors que là, elle est embarquée plutôt par Raphaël Glucksmann, cette gauche qui est un petit peu plus modérée, plus nuancée, et pour lequel 14% des gens ont dit on y va. Donc ça peut aider LFI, peut-être pas Jean-Luc Mélenchon, mais justement à revoir quelques idéologies pour se rendre plus respectable, un peu comme ce que le RN a fait, sauf que bon, ils ont beaucoup caché la misère quand même. Donc c'est intéressant de voir comment cette gauche, ça serait la première fois qu'une gauche un peu modérée se reforme depuis des années. Même si Raphaël Glucksmann n'est pas dans les négociations. En tout cas, non, mais il y a en tout cas, c'est son résultat qui a favorisé ça. Et en tout cas, effectivement, il y avait une hégémonie de la France insoumise effectivement sur la NUP, qu'il n'y a plus. Et d'ailleurs, même la LFI laisse beaucoup plus de place à ses partenaires. Et donc, il y a des points qui sont en cours de négociation. Pour le chat qui se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas la fumée blanche. Donc, il y a des choses sur lesquelles, sur le programme, ils sont en train de négocier. Et il y a des choses très dures sur les sujets internationaux qui bloquent à gauche. Et les partenaires, donc les socialistes, les écologistes et les communistes, qui demandent par exemple que le fait que l'on qualifie le Hamas d'entité terroriste, ce soit quelque chose qui soit dit. Et là-dessus, c'est un peu être un des points d'achoppement. Nous, on nous l'a cité au Sénat toute la journée comme étant l'un des points les plus problématiques, parce que LFI préfère d'autres termes en utilisant des termes du droit international que le reste de la gauche ne veut pas entendre, des distinctions qu'ils ne veulent pas entendre. Et donc, c'est là-dessus que ça négocie. Et Quatennens, ça aussi. Voilà, ça, c'est sur les investitures, mais je parlais plutôt du programme, de ce sur quoi ils étaient en train de se mettre d'accord, parce qu'effectivement, il y a deux salles. On a bien compris, Paul l'a réexpliqué. Il y a deux salles où il y a des réunions. D'ailleurs, c'est dans deux lieux différents. Donc, il y a une réunion du programme au siège du colonel Fabien, et il y a une réunion chez les écologistes où là, ils se mettent d'accord sur qui est-ce qui a les investitures sur les 270 sièges qu'ils ont actés pour LFI, les 130 qu'ils ont actés pour le PS, les 50 qu'ils ont actés pour les communistes, et je sais plus pour les écologistes, ça doit être quelque chose autour de 75. Et donc, quelle circonscription en France maintenant qu'on s'est réparti tous ces sièges? Et c'est les calculs
calcul d'apothicaire entre les circos gagnables dans tel territoire. Il y a Kyle qui dit en vrai c'est super compliqué pour la répartition des circos parce que pour maximiser les députés élus, il faut le bon candidat avec la bonne étiquette au bon endroit. Exactement. Et il faut et c'est en aussi fonction pour de l'adversaire aussi. Exactement. En fait, se dire que se donner le nombre de circos, c'est pas que ça, c'est quel circo pour savoir quels sont le nombre de circos qui sont gagnables, tout simplement. Donc combien il y aura potentiellement de députés de telle formation et de l'autre formation. Mais je pense que le cas Adrien Quatennens, c'est aussi important. Donc pour mémoire, hein, c'était donc il avait giflé sa femme, il avait raconté, il avait dit qu'il avait giflé sa femme, et il y a eu toute une polémique parce que Jean-Luc Mélenchon a tout de suite salué ce courage de pouvoir dire ça sans même un mot pour la femme en question. Donc ça a été très maladroit et ça a été pendant quelques semaines vraiment beaucoup de maladresse en termes de communication, avec une conférence de presse avec toutes les femmes de LFI qui ne pouvaient pas parler parce qu'elles ne pouvaient pas dire que le grand chef avait fait des erreurs. Ça a causé, moi je pense que c'est à partir de là que la NUPES a commencé à s'effriter. C'est étrange parce que c'était, alors que c'était pas sur le programme. Parce que c'est là où on a vu les premiers frondeurs, etc. C'est ça, et puis l'autorité du chef qui décide, qui maîtrise la communication même s'il y a des erreurs, et donc c'est impressionnant parce que la NUPES a commencé à s'effriter, pas sur un point programmatique, mais sur un point justement de comportement face à cette affaire-là. C'est quand même avec les écolos, LFI, c'est quand même des pionniers, en tout cas ils se disent pionniers sur ces causes-là de violences faites aux femmes, de recueil de la parole des femmes en cas de harcèlement et tout. Et là, c'était quand même assez minable. Donc je pense que c'est pas anecdotique. Et quand il y a des Sandrine Rousseau ou quoi, oui, voilà, c'est Sandrine Rousseau qui avait. C'est pas possible. Désolé pour le terme, péter un câble à ce moment-là. Ah oui. Et j'ai repris le tweet de Raphaël Glucksmann là, au moment de justement de sa première prise de parole pour l'Union, et il nous donne 2-3 cadres programmatiques pour que lui y soit. Il y a l'aide militaire et la résistance à l'Ukraine, la suppression de quelques réformes, etc. Bon, tout ça, mais il y a un point de blocage, le soutien à la construction européenne. Oui. C'est aussi un des derniers points de blocage. On en parle un peu moins en ce moment, mais c'était dès lundi, mardi, les premières négociations, un point de blocage. Donc on va voir, parce que pour le coup, aussi sur la construction européenne, on n'est pas tout à fait d'accord. Sur la construction européenne et le soutien à l'Ukraine aussi. Bien sûr. Et le soutien à l'Ukraine, et je pense que ça, c'est quelque chose que Macron n'a pas bien vu aussi dans la population française, que soit pendant les élections européennes, les gens, c'était pas quelque chose qu'ils avaient en tête. Ils avaient plutôt en tête des questions de pouvoir d'achat et d'immigration et de sécurité, un peu d'environnement, mais un peu moins que d'habitude dans les élections européennes. Et s'ils s'en occupaient, dans leur tête, c'était pas forcément... Alors, je pense pour un soutien de l'Ukraine, mais quand Emmanuel Macron a sorti l'idée des troupes au sol, en plus pas vraiment suivies par ses alliés européens, je crois que ça a été un petit peu, ça a crispé un nombre de Français. Il commence à y avoir un délitement petit à petit du support de la population à l'Ukraine. Alors pas que les Français ne veulent plus... Non, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'ils ne voient pas l'issue. Exactement, ils ne voient pas l'issue, et c'est aussi... on l'avait dit en 2022, le conflit va durer, il va falloir tenir. On est vraiment là-dedans, actuellement, et on commence à voir des signes. Oui, tout à fait. Quentin, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais alors, du coup, c'était plus haut dans la conversation, mais sur Quatennens, nous, on nous disait plutôt aujourd'hui que le cas a été réglé et que sa candidature était écartée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas candidat, mais en tout cas, plus qu'il ne serait pas le candidat investi par le nouveau Front Populaire, qui aurait un candidat du nouveau Front Populaire en face de lui. Après, c'est une circo dans son département qui est très LFI, ce qui donc n'empêcherait pas de gagner et de revenir à l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait été réglé assez tôt dans les négociations, puisque au Sénat, c'est assez amusant, juste pour vous raconter une anecdote, mais là, en ce moment, le Sénat siège plus, puisqu'il y a eu la dissolution, et du coup, le Sénat aussi suspend ses travaux. En revanche, tout le monde parle que de la situation politique, et il y a beaucoup de monde qui est là, qui est présent dans le Sénat. D'ailleurs, toi, tu viens aussi, Émilie, de temps en temps pour participer à des émissions publiques Sénat. Il y a beaucoup de monde, et il faut savoir que les collaborateurs parlementaires des sénateurs sont des militants, et qui sont sur les boucles des militants, et donc ils parlent que de ça toute la journée. Et donc, quand vous traversez le Sénat, il y a que des gens qui sont à la pause, café ou cigarette, en train de dire on en est là dans les négociations de ce qu'on en sait, on en est là, etc. Et ça ne parle que de ça partout dans les couloirs du Parlement, quoi. Oui, mais alors, ce qui est marrant, c'est que ça parle que de ça partout. Sincèrement, ce sur les réseaux sociaux, bon, évidemment. Mais moi j'étais choqué, je travaille même pas forcément dans les médias maintenant, et j'étais juste à la pause déj.
dans toutes les tables, ça parlait de ça. Moi, à la librairie aussi, on discute. Mais parce que tout par le monde des gens se sent pas concerné. du tout politisés et parfois dans des discussions où c'est, d'ailleurs, c'est pas forcément avec le même niveau forcément de débat, etc. Mais tout le monde en parle, quoi. Tout le monde est concerné. C'est le sujet, quoi. Et on va voir, je pense, une abstention bien moindre qu'en 2022. Je pense que c'est ce que joue Macron depuis le début, c'est-à-dire la menace de l'extrême droite qui réveille les consciences. Sauf que maintenant, on ne sait pas si ça va lui être favorable. Dans ces cas-là, il aura gagné son pari, ou si cette fameuse gauche ou un adversaire autre à l'extrême droite pourrait s'afficher. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir où iront ces abstentionnistes qui voteront cette fois-ci, parce qu'on parle souvent de réservoir de voix. Donc on voit, en gros, il y a le panel de votants qui est toujours à peu près le même, et on se dit, bon, quelle force va avoir un peu moins de votants, donc comment ça va être récupéré par les autres. Et bien là, c'est une nouvelle force, entre guillemets, de votants, parce que c'est l'abstention, on a l'habitude de dire que c'est le premier parti en France. Où est-ce que toutes ces personnes, alors c'est pas l'ensemble des personnes qui sont abstentionnistes qui vont voter, hein, évidemment, aux législatives, là, dans 3 semaines, mais où iront ces personnes-là? En tout cas, on sait que les plus motivés et ceux qui sont la plupart du temps sûrs de voter, ça va quand même à l'extrême droite. Donc on peut imaginer que ces électeurs-là, ils sont mobilisés aux élections européennes. À mon avis, il y a une partie des macronistes qui ne sont pas allés voter aux élections européennes, et le score de Valérie Ayé, dont on peut parler quand même une fois depuis dimanche, 14%, parce qu'on n'en a jamais parlé, n'est pas terrible. Hein, donc ça veut dire qu'il y a une partie. Et on ne sait pas, en effet, si ces macronistes sont des macronistes déçus, qui ne voulaient pas s'engager parce que vous n'avez pas envie de se positionner, ou qui se disaient c'est pas la peine. On ne sait pas où ils vont aller. On sait qu'il y a une partie, surtout appartenant à l'aile gauche, qui sont un peu déçus de ce que fait Macron depuis 2017, mais on ne sait pas où ils vont aller. Oui, et puis par définition, on a souvent les partis qui sont dits mous, ou en tout cas qui sont au centre, qui ont moins de militants. Facteur d'attraction. Exactement, parce que en fait, quand c'est extrême, on a envie d'y aller, quoi. Et on le voyait d'ailleurs pour moi j'ai couvert l'élection 2022, on le voyait sur les meetings. C'est les meetings des partis dits aux extrêmes. Je vais plus dire que c'est de l'extrême gauche et les filles, sinon je vais me faire taper. À gauche de la gauche. À la gauche de la gauche. Moi, les meetings les plus forts que j'ai vécu, c'était les meetings de Mélenchon et les meetings de Zemmour, quoi. Et parce qu'en fait, les supporters sont encore, les militants sont encore plus fervents, etc. Et donc c'est exactement la même chose là sur les abstentionnistes. Peut-être que c'était justement ceux qui n'allaient pas voter et donc du coup qui voteront peut-être pour des forces modérées. Dans le chat, il n'est pas le seul d'ailleurs à poser la question. C'est une question qui revient souvent. C'est Samy Bell qui la pose, qui nous interpelle en tout cas, qui dit il serait peut-être temps que les médias fassent une introspection et qu'on parle de leur rôle dans cette galère dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut y répondre, puisque je suis un média et autour de moi j'ai des journalistes. Alors pas que, donc peut-être que toi, Émilie... Alors je suis éditorialiste politique, pour être dans la vérité aussi, dans la sincérité, dans la transparence. Donc j'ai une partie une partie oui, une partie non. Il n'y aura que des médias pour répondre sur la question des médias. En tout cas, moi, personnellement, avec cette double casquette que j'ai, je pense qu'en effet, il y a une responsabilité. Pour une chose, en tout cas, pour une chose, c'est que je pense qu'il y a un décalage parfois entre ce qu'on vit au niveau des médias, souvent parisiens, souvent très urbains, souvent CSP+, par rapport à ce que vit le reste de la France. Moi, je l'ai vraiment particulièrement vécu, je vais vous dire, au moment des Gilets jaunes, où alors moi, j'ai été quand même assez choquée sur la façon dont on considérait cette masse d'individus complètement, alors les beaufs, on a eu tout, hein. D'ailleurs, je me souviens, c'était Benjamin Griveaux, qui était alors ministre, pas encore avec ses histoires de vidéos, qui avait dit, finalement, c'est des mecs qui roulent en diesel et qui fument la gitane, quoi. Mais il y avait une espèce de mépris social, énorme sur ces gens-là, et je comprenais pas, moi, parce que ce que je voyais, si on regardait la masse, évidemment qu'il y avait de tout, et des extrêmes et tout ça, et des beaufs. Mais enfin bon, on est toujours le beauf de quelqu'un. Mais si on regardait au niveau individuel, on voyait des gens qui étaient juste normaux, qui vivaient en effet pas dans une grande métropole, qui avaient des difficultés parce qu'ils n'ont pas le transport en commun comme nous. Donc une augmentation du carburant au niveau des prix, c'est très compliqué à vivre pour eux. Ouais. Et juste, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes conditions de vie, qu'on n'a pas pris en compte. Et je pense que cette colère
guerre-là, elle n'a jamais passé, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, puisque les Gilets jaunes n'ont pas réussi à s'organiser. Et c'est parti vraiment en vrac leur mouvement. Mais je pense qu'il y a en effet un décalage qui se fait de plus en plus. Et je l'ai vu pour ça. Je l'ai vu aussi pour la guerre en Ukraine, avec globalement une pensée en disant mais c'est très bien que Macron demande les troupes au sol, sans voir qu'il y avait en effet une partie des Français qui décrochaient sur ces sujets-là, parce que il y a d'autres priorité dans leur vie quotidienne que de passer en économie de guerre pour tout filer en armes ou en soutien militaire à l'Ukraine. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, la critique des médias, c'est toujours facile. Hein. On met tout le monde dans le même sac. Alors, moi, je travaille pour une chaîne assez pointue, assez rigoureuse. Respectable pareil. Oui, Public Sénat, c'est vraiment... oui, que très peu de monde regarde. Donc ça veut dire que les gens aussi font des choix. Il y a un autre œil. C'est des territoires aussi. Les gens, c'est quoi exactement? On reproche quoi exactement aux médias? Enfin, les médias, etc. Je veux dire, les jeunes aussi, s'ils choisissent de s'informer en regardant Arte, qui a un JT tous les soirs, beaucoup de politique étrangère, etc., peuvent très bien s'informer en regardant Arte, qui est d'ailleurs à des super plateformes YouTube et Internet, donc ils n'ont même pas besoin d'avoir une télé chez eux pour pouvoir avoir accès à cette information-là. Ensuite, il y a la presse régionale, qui est une presse aussi de qualité en France. Alors, elle est très subventionnée, mais nous, on la lit beaucoup à Public Sénat, parce qu'on a des revues de presse régionale. Donc, les gens dans les départements, ils peuvent avoir une information politique de qualité. Hein, c'est pas du tout uniquement l'information avec les foires, etc. Il y a de l'information internationale, il y a de l'information politique de qualité dans la presse régionale. Je pense qu'il y a des moyens de s'informer sans mettre tout de suite les médias, tout le monde dans le même sac et tout le monde à la poubelle, même si effectivement je suis d'accord pour partager d'énormes critiques sur les chaînes info, sur leur timing, la façon dont elles fonctionnent, et même si j'adore France Info, qui est franchement une de celles qui... Attention. Voilà, et la plus prestigieuse... Donc on touche pas à Public Sénat, on touche pas à France Info. Non, mais France Info est moins sensationnaliste. On a le droit... on a le droit à une autocritique aussi, bien sûr, quand même. la structure d'une chaîne info en continu, forcément, est parfois regrettable. Et donc les journalistes sont aussi les premiers, des fois, à être critiques de leur propre métier. Je veux dire, quand on part faire des tournages où on n'a pas le recul sur l'info, où on est... Voilà, aussi parce qu'on a des deadlines, on doit produire des contenus pour des JT, pour des émissions, on n'a peut-être pas forcément toujours le recul nécessaire pour parler des sujets, etc. Et il y a des chaînes qui font encore pire, avec des éditorialistes toute la journée, je veux citer personne, mais qui n'ont vu personne sur le terrain, qui n'ont travaillé aucun sujet, mais qui vont vous dire tout ce qu'ils savent avec du présent de vérité générale en continu, et avec en plus que des gens d'extrême droite sur le plateau, dont certains maintenant sont en train de devenir des candidats aux élections législatives pour le Rassemblement National, et qui donc du coup vont devoir quitter leur rôle d'éditorialiste sur une certaine chaîne de la TNT. Donc effectivement, il y a des critiques à formuler envers les médias, on est d'accord, et nous aussi on est atterrés des fois du niveau effectivement des chaînes info notamment. Attention, du côté du public qui reçoit entre guillemets l'information média, au fantasme des médias pour y être, alors beaucoup moins que vous deux, mais quand on franchit les couloirs, il n'y a pas tout ce qu'on croit, il n'y a pas un grand patron qui tire les ficelles, enfin c'est faux. Il y a vraiment des miettes de gâteau sur les bureaux. Voilà, c'est ça, et des journalistes qui font de façon rigoureuse leur travail. Par contre, il y a aussi une critique un peu globale des médias aussi à faire. Il y en a qui ont senti, et il y a beaucoup de Français qui ont senti qu'on leur disait ce qu'il fallait voter, et qui, du coup, en rejet, ont dit mais moi, en fait, toute cette doxa, cet environnement parisien qui me dit que j'ai pas le droit de faire ça, et que ça soit le politique qui me dit que c'est la voie, entre guillemets... comment je peux le dire de façon... on va dire la voie qu'il ne faut pas prendre, et les médias qui me disent de faire attention, etc. Et bien en fait, moi j'ai envie d'aller contre ça, j'ai un vote contestataire, et de plus en plus... attention à ce petit... Ouais, enfin moi je sais pas, mais je trouve que quand même... alors je parle pas des médias là évidemment, mais tu peux, non, mais je trouve qu'il y a quand même un opportunisme des médias à aller vers quand même des personnalités clivantes, souvent issues plutôt de la droite, parce qu'on dit dans les sondages que la France vote de plus en plus à droite, donc en gros on répond à ce qu'on imagine et la demande, et il y a eu quand même un affichage de ces personnalités droitières
droite et extrême droite beaucoup plus présents que d'autres. Alors peut-être pas forcément en effet à France Info ou à Public Sénat qui surveillent l'équilibre et puis qui n'ont pas les mêmes... Mais quand même, moi je vois ce glissement parce que des personnalités comme Bardella, Zemmour, même Marion Maréchal font vendre entre guillemets beaucoup plus. Après, c'est vrai que pour les défendre, c'est très difficile parce que tu disais tout à l'heure, d'avoir des débats intéressants sur des choses nuancées, modérées, parce qu'on est dans un monde qui vit que sur des paroles fortes, sur des punchlines, sur des batailles, sur des conflits, et on n'entend pas celui qui va dire non, moi je pense qu'il faut un équilibre quand on parle de Gaza et d'Israël, je veux un équilibre. Quand on sort l'histoire depuis le début du XXe siècle sur la c'est vrai qu'il faudrait accepter aussi, mais je pense qu'on l'y est, parce qu'il y a des formats, là on est en plein format, long, qui sont demandés aussi parce qu'il y a des jeunes qui écoutent des podcasts beaucoup plus longs, parce qu'ils ont envie d'avoir une info qui est plus développée, peut-être plus adaptée à eux, et que les chaînes d'infos et tout ça, c'est nuancé. Mais encore une fois, je pense qu'on a quand même pas starifié, mais mis en avant sur le podium des gens parce qu'ils sont clivants. Et puis, je suis désolée, mais ce décrochage, les éboueurs, les soignants, on les invite quoi ? On les invite quand il y a crise, quand il y a péril dans la demeure, et après on les oublie, on n'en a rien à faire, franchement. Donc il y a aussi... oui, je pense que la télé représente pas non plus tout ça, et du coup ça crée quand même un décalage, quoi. Je vous propose de clore le débat sur les médias qui pourrait faire l'objet d'un stream de 2 heures, et même... intéressant, il n'y a pas de tabou. Et même un cours de 18 fois 4 heures. Et c'est rare dans les médias de pouvoir avoir un débat sur les médias. Mais on l'a déjà fait, et on pourrait le refaire, parce qu'il est déjà 18h56, passé de 59 secondes. Il nous reste donc un peu plus d'un quart d'heure ensemble. Il y a un sujet un tiroir qu'on pourrait peut-être ouvrir, c'est celui du côté des Républicains, si ça vous va. C'est un tiroir magique, c'est un tiroir magique. Qu'est-ce qu'il faudrait ouvrir? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été fermé. Alors c'est une nouvelle procédure totalement illégale. C'est ce qu'a dit hier le président exclu des Républicains, c'est ce qu'a dit ce matin le président exclu des Républicains Éric Ciotti, à l'annonce de la tenue d'un nouveau bureau politique pour valider son exclusion, qui a été annoncée hier dans les médias par le bureau politique. Menant des négociations secrètes, sans concertation avec notre famille politique et ses militants, Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. La campagne sera menée par une équipe collégiale, symbole de l'unité, de l'enracinement et de la détermination des Républicains. Quentin Calmet de Mémoire de meute politique, on n'a jamais vu ça. Oui, moi j'avais ma collègue Audrey Vuettaz que vous avez déjà eu ici, qui a un podcast que j'aime beaucoup. Mais du coup, qui était comment? Trait d'Union. Trait d'Union, exactement. Merci. Il fallait le citer. Et merci pour elle. Oui. Et donc elle y était avec donc deux journalistes aussi. Et donc pire meute pour l'instant de l'année 2024 décernée à cette journée d'hier, puisque donc le siège des LR a été fermé par Éric Ciotti, qui a donc demandé à midi à tous les salariés de quitter le lieu. Donc en disant allez vous mettre en télétravail, tous les salariés qui d'ailleurs pour beaucoup ne soutenaient pas la décision d'Éric Ciotti de relier, d'appeler à voter pour le RN, donc se retrouve dehors et il fait fermer le siège, vraiment physiquement, il fait fermer les portes. Vous avez tous vu l'image, pas besoin de vous la raconter. Ce qu'il avait oublié, c'est qu'il y avait la secrétaire générale qui avait le double. Ouais, alors c'était pas sa clé, c'était la clé d'un collab de Ciotti qui, ayant lui décidé de ne plus suivre Ciotti, a filé la clé à Genevard. Mais donc ça c'est pour la... Et donc, qui est la secrétaire générale du Parti des Républicains. Qui avec la clé a pu aller ouvrir. Grand soupir du côté de Lucas Lescope. Les enfants rentrés, la récréation est terminée. Moi vraiment, juste en parenthèse de 5 secondes, en vrai ça me fait marrer et j'adore ça, et en vrai c'est des moments un peu croustillants. C'est un peu consternant. Mais quand même l'image de l'image de la politique c'est sérieux, c'est la vie des gens, et c'est pas comme ça qu'on va réussir à récupérer les gens. Et donc le siège étant fermé, les élus qui décident de démettre Éric Ciotti de ses fonctions organisent un bureau politique, puisque Annie Genevard dit qu'elle a le droit d'en organiser un, ce qui est contesté aujourd'hui par Éric Ciotti, qui l'attaque en justice et dont on aura la réponse demain. Qui se réfère au statut donc du parti. Voilà. Et un nouveau bureau exécutif est organisé pour essayer de faire un bureau hier, et ils se réunissent dans une salle qui est pas du tout faite pour ça, qui est une salle qui jouxte le bureau des LR, mais dans une petite rue avec plein de voitures. Et là vous avez toute la presse qui du coup veut avoir cette image, qui veut avoir les arrivées des ténors, etc. Il y a beaucoup de monde qui arrive en même temps, du coup ça crée une confusion. Et donc Audrey nous
nous raconte mais une meute horrible. Où d'ailleurs on voit même le sonore que vous avez passé. Oui, bah voilà, elle est sur la photo. Je peux pas la montrer là. Mais même sur le sonore que vous avez passé, Dany Genevard, on voit que la meute déborde de tous les côtés. On n'entend pas bien, les micros sont super loin parce que personne ne peut s'approcher tellement il y a de monde. Et donc ça prouve l'importance et le caractère extraordinaire de la séquence qu'on a vécue hier, et aussi la désorganisation complète de cette famille politique. L'improvisation complète, et du coup les médias ont fait comme ils pouvaient pour couvrir l'événement, parce que c'était panique à bord. Il n'y a plus personne dans le navire à l'air pour organiser la conférence de presse, et c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on est en train de vivre un moment historique pour la droite française. C'est pas forcément l'improvisation, c'est aussi la trahison. Enfin bon, on a entendu tous les mots. C'est quand même un Éric Ciotti qui décide sans dire à personne, de faire alliance avec le RN, et voilà. Moi, ce que je trouve, on dirait vraiment de la télé-réalité, quoi. C'est la télé-réalité de la politique. Quand on voit les images aussi qu'Éric Ciotti a publiées. Mais attends, quand même, c'est vrai. On a donc Éric Ciotti sans ordinateur, sans plus rien. Qui est donc toujours président des Républicains. Mais sans Matou. C'est un peu schrödingerien, un peu entre les deux, qui s'est dit très combatif, et qui veut gagner ses élections pour la France sous l'étiquette de la droite républicaine. Mais il reste son téléphone pour travailler. Il n'y a pas grand-chose sur son bureau. Il est surtout très seul, Éric Ciotti, non ? Mais oui, mais surtout filmé de l'intérieur, c'est un drôle de choix. Enfin, on est vraiment sur des partis pris en termes d'image et de communication. Entre tout à l'heure, ce qu'on disait, Emmanuel Macron, qui est photographié quand il annonce la dissolution, avec en face qui sont catastrophés. Entre ça, c'est vrai que ça donne une terrible image de la politique. Ça pourrait être amusant et on pourrait se dire, on est dans Baron Noir, une série qui est passée sur Netflix. Génial. Qui était super. Canal. Pas Netflix. Oui. Ah, pardon. Alors pardon, j'ai pas précisé. Donc il y en a qui demandent d'où vient cette vidéo. C'est Éric Ciotti qui l'a tweeté aujourd'hui. Elle est sur X. Mais bon, on en est là. Après, si on en vient à quelque chose de plus sérieux. On sait qu'il y a aussi un décalage entre la tête de pont des Républicains, c'est-à-dire les cadres, les grands cadres, et puis les militants, parce que d'ailleurs on l'a vu sur X, et puis on le voit dans les réactions, il y en a beaucoup qui disent bah oui, mais qu'est-ce qu'on attendait là pour aller avec le RN Alors Ciotti, il a dû négocier son poste de ministre, on dit même qu'il a essayé de taper à la porte de Renaissance juste avant, mais il y a aussi des militants qui sont d'accord là-dessus. Et c'est comme ça que se justifie Ciotti. Il a d'ailleurs lancé, il me semble, une pétition, une consultation, où il disait hier qu'en quelques heures, il avait reçu 400 000, oui, je sais plus. Non, 100 000, mais oui, des dizaines de milliers de signatures. Et c'est sûr qu'en tout cas, si on doit analyser les mouvements militants, etc., je pense qu'en fait... il n'a pas totalement tort en disant qu'il y a une partie de la droite qui attendait une alliance avec l'extrême droite. C'est là où Emmanuel Macron parle de clarification. La clarification, on l'a trouvée à droite, en tout cas. Elle n'est pas loin. Bellamy, il n'est pas complètement loin, puisqu'il serait plus proche du RN qu'un autre choix. Ce matin, il a déclaré que sur un second tour, Front Populaire RN, il voterait évidemment naturellement l'extrême droite. Mais là-dedans, le grand gagnant, c'est quand même le Rassemblement National. Parce que l'extrême gauche. Non, François-Xavier Bellamy a dit « je ferai barrage à l'extrême gauche ». Pardon. Et là, vraiment, il a dit extrême gauche. Mais non, le grand gagnant là-dedans, c'est le Rassemblement national, qui a fait deux coups quand même très très bons. Parce que d'avoir les Républicains, même si on ne sait pas si c'est vraiment le logo, avec le logo et la marque et tout ça, en tout cas, il a Éric Ciotti, il a pu officialiser Bardella-Ça au journal de 20h, vraiment officiellement. Et en plus, Éric Ciotti, après, a dit il y a 80 députés qui seraient concernés. Enfin bon, voilà, il a commencé. Et ça, c'est ce qui manquait au RN, d'avoir un parti qu'on appelle de gouvernement, c'est-à-dire qui a déjà gouverné, qui a des forces, qui est un parti historique, qui est un parti gaulliste. Il lui manquait cette espèce de stature pour le Rassemblement national et pour pouvoir dire on est prêt à gouverner. Ça, ils l'ont fait vachement bien. Et Reconquête, c'était incroyable. Cet accord qui a été, cette négociation tournée, mise en scène et tout, pour dire après, mais non, jamais on ne voudra de vous. Deuxième fois que Zemmour va servir de paratonnerre au Rassemblement national, qui, grâce à lui, va être moins vu comme extrême droite,
que Zemmour. Donc c'est 2 coups gagnants quand même, surtout qu'a priori, ils auront quand même les voix de Reconquête. Enfin, j'imagine qu'ils vont quand même bénéficier des voix de certains militants Reconquête qui iront quand même voter extrême droite. Alors droite gaulliste quand même juste, du coup, l'ancienne droite gaulliste. Oui, bien sûr. Oui. Et alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir ce qui va se passer. Parce que, alors, de toute façon, il va y avoir soit Ciotti et Carillon qui sont exclus, soit l'ensemble des ténors de LR qui vont être exclus. Bon, bref, il va y avoir quand même 2 lignes. Est-ce qu'il ne va pas y avoir la création d'un nouveau parti à droite? Est-ce que c'est pas justement... Enfin, moi, j'ai jamais connu ça, de parti à droite, mais c'est peut-être ce qui va arriver. C'est possible, mais en tout cas, il y a encore des questions sur la marque elle-même. Qui peut la garder? Est-ce qu'il y a une vraie bataille juridique qui se fait? Parce que même si elle représente moins qu'avant, symboliquement, par rapport au vote qu'a fait tous les résultats Valérie Pécresse ou Bellamy, même s'il a tenu encore le truc pour les élections européennes, mais qui va l'avoir symboliquement, c'est quand même assez fort, les Républicains. Dans l'hypothèse où Éric Ciotti est exclu, qu'est-ce qui est en position pour prendre la tête des Républicains? Ils ont déjà dit, c'est Bellamy, Genevard qui ferait une coprésidence. À un moment, on disait Gérard Larcher parce qu'il a cette figure tutélaire. C'est pas pour dire ça parce qu'il est président du Sénat. Je ne lui fais pas de pub. Je ne gagne rien quand je dis son nom. Sûr, Madeleine. Vendu. Mais en tout cas, à un moment, il disait qu'il avait cette figure tutélaire et il est quand même 2e personnage de l'État. Bon, c'est le plus âgé aussi. Ce qui peut permettre d'avoir un peu de hauteur, un peu un sage. Et après, c'est pas la première fois que les Républicains se déchirent comme ça. Il y a quand même eu des épisodes avant. Mais là, c'est vrai qu'on en arrive quand même à se barricader et tout. C'est un peu ridicule. Et puis, ce que vous disiez, il y a 2 choses. Il y a des choses que je retiens de ce que vous disiez qui est hyper intéressant. C'est qu'est-ce qui se passe avec la marque LR. On rappelle, on le redit, c'est dimanche qu'il faut déposer les listes en préfecture. Donc ça laisse très peu de temps pour avoir le fin mot de l'histoire, même légalement. Est-ce que dans votre département, lundi matin, il y a une affiche avec ce personnage-là qui a l'étiquette ou l'autre, ou les deux, et du coup, le lecteur ne s'y retrouve pas, c'est une catastrophe. Alors si j'ai ça, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, je pense... mais donc du coup, ça donne à la justice très peu de temps aussi pour trancher, et donc qui va le faire sans doute demain, ce que disait Paul. Et la deuxième question, c'est effectivement la question de fond, qui n'est pas tranchée sur qu'est-ce que les électeurs LR veulent. Est-ce qu'ils sont effectivement favorables à une forme de fusion à moyen terme avec le RN, ce que tous les cadres rejettent, parce qu'on les a vus hier, tous les classiques, tous les barons de LR, mais aussi tous les élus locaux, beaucoup d'élus locaux dans les départements, dans les régions, refusent parce que c'est aussi leur disparition, ils se font ensuite absorbés par le RN. Mais la base, les électeurs, eux, qui se disent on en a marre de perdre à toutes les élections, on veut pas de Macron, on veut pas de ce centre mou qui vient de François Hollande, donc nous on veut une droite forte, et donc à terme, est-ce qu'on veut pas aller vers le Rassemblement National, est-ce qu'on ne devrait pas y aller? C'est vrai que ça, c'est une question qui n'est pas tranchée avec les événements de ces derniers jours et qui reste vraiment importante. Et d'ailleurs, on la pose aux élus. Et ils disent pas non, les électeurs veulent pas. Ils disent effectivement peut-être qu'une partie d'entre eux, ils en sont très conscients, quoi. Magique Fanfan, salut Magique Fanfan. Merci de nous rejoindre et merci de continuer à nous suivre. Magique Fanfan qui demande est-ce que Horizon pourrait phagocyter les restes des Républicains? Question à 100 balles. Non mais ils partent un peu plus seuls et Édouard Philippe fait un peu plus cavalier seul. Moi, opinion perso, je pense pas. Je pense que quand même ils vont rester dans la mage présidentielle. Oui, et puis, Édouard Philippe, il a ce petit jeu. Est-ce que les LR vont aller vers Horizon? Oui. Édouard Philippe, évidemment, il espère jouer quelque chose, mais moi, je comprends pas très bien, en fait, sa stratégie. Enfin, je la comprends, mais je la trouve pas très réussie, d'intervenir comme ça, très régulièrement, alors de dire une chose puis son contraire, de dire je reste loyal, mais j'ai ma liberté, je suis indépendant. Enfin, c'est un petit jeu. Autonome, aujourd'hui, c'était ça le mot. Ouais, alors voilà, je suis loyal, mais autonome. Cette espèce de petit jeu... Moi, je crois pas que ça soit très réussi. Il a fait son tour de France, mais j'ai pas l'impression qu'il gagne beaucoup. Il a gagné beaucoup en étant Premier ministre de Macron, à tel point que Macron a eu sa tête. Mais je suis pas sûr que cette stratégie soit très gagnante. Et pour l'instant, il reste allié à Macron, en tout cas, si on en croit sa loyauté. Bandini, salut Bandini, qui dit même Édouard Philippe est en PLS devant la dissolution. Je vous propose qu'on retourne du côté d'Emmanuel Macron, de sa conférence de presse. C'était une sorte... Il nous a pas livré un programme, c'était davantage une profession de foi et on a eu tout. Il nous a pas livré grand chose. Voilà. Alors, il a expliqué la dissolution et il a répondu aux questions, mais les 1 heure étaient. Mais on avait un peu l'impression qu'il promettait la lune, non? Qu'est-ce qu'il y a de réalisable dans ce qu'il a annoncé?
C'est surtout qu'est-ce que dans ce qu'il a annoncé peut faire changer la donne. Il y a des cris derrière le studio, on égorge quelqu'un. Pardon. Qu'est-ce qui peut changer la donne dans ce qu'il a dit? Moi, je pense que, je sais pas, j'ai entendu parler du service qu'est-ce qui peut séduire national maintenant universel. Le SNU, en 2026. Et on parlait tout à l'heure du portable interdit aux enfants de 11 ans, et la majorité sociaux, à 15 ans sur les réseaux sociaux. Moi, franchement, j'ai pas compris ça. Mais par contre, moi, ce qui était important pour lui, c'était cette bataille contre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire de dire, les masques vont tomber maintenant, on va voir la réalité de la politique, ceux qui veulent s'allier aux extrêmes. C'était ça son grand message. Sauf que, comme tu dis, passer autant de temps pour dire seulement ça, et que surtout c'est logoré du président, je pense que tout le monde en a un peu ras-le-bol, y compris dans son équipe, et c'est difficile de mener une campagne comme ça. Un peu hors sol finalement. Surtout pour ramener pas de nouveau. Mais en fait, c'est ça. Le problème, c'est vous, Emmanuel Macron, ça n'est pas tant. Il y a eu beaucoup de coups, que ça soit programmatique, mais surtout d'alliances à gauche et à droite, et en fait, au centre, il se passe pas grand-chose, et on n'arrive pas à voir comment on peut créer une dynamique, parce que pour créer une dynamique, par définition, il faut amener des éléments nouveaux, quelque chose qui va réveiller les gens. Alors, bien sûr, on peut toujours dire c'est pour lutter contre l'extrême gauche et l'extrême droite. En fait, c'est quand même un peu faible, et c'est pas un argument suffisant. Et puis, être contre, c'est pas être pour. Le Front populaire, ils sont pour être pour la première fois une force de gouvernement, de changer beaucoup de choses. Voilà. C'est un mouvement d'espoir. On peut pas, en tout cas, je pense que la dynamique, elle peut pas se créer que par des craintes, par des peurs, en fait. Oui, puis je pense qu'il a utilisé cet argument déjà. Ça a marché encore, ça marche encore à un cheveu. Mais là, moi, ce qui m'inquiétait, c'est que quand il parlait, on peut dire oui, il cible là l'extrême droite ou l'extrême gauche, mais il peut se cibler aussi. Quand il parle de la situation catastrophique au niveau financier que serait la France si le RN gouverne, on est quand même à 3100 milliards de dette, d'euros de dette. Quand il parlait, il accusait Marine Le Pen de vouloir nous emmener à la guerre. Là, on parle un peu de guerre aussi. Je trouve que les arguments sont très mauvais, en fait, et ne marchent plus. Et sur la brutalisation aussi du débat politique aussi. Là, il sème le chaos. Quentin, je te voyais fouiller dans tes tablettes. Oui, parce qu'en fait, j'ai retrouvé mes notes d'hier, et on a noté des choses précises. Alors, juste très rapidement, pour tous ceux qui nous rejoignent, tu étais hier à la conférence de presse. Les mesures de Macron. Non, mais parce qu'en fait, il a donc d'abord, quand il a parlé des mesures qu'il voulait mettre en place, qu'il voulait lancer, qui sont aussi un peu les mesures qu'il veut mettre en place pour sa campagne des législatives, pour son camp. Donc il a déjà d'abord dit qu'il fallait travailler sur l'axe régalien, donc en parlant de l'autorité, de la laïcité. Donc ça, c'est vraiment les trucs sur lesquels il a d'abord mis la priorité. Et ensuite, il a quand même fait son mea culpa, et il a dit qu'il y avait des choses sur lesquelles ils n'avaient pas assez avancé, qu'ils n'avaient pas assez travaillé. Et alors, pour vous donner un petit comme ça condensé, pour ceux qui n'ont pas vu la conf ou qui ont vu que les extraits les plus politiques, il a dit qu'il fallait travailler sur le fait que le quotidien des Français n'avait pas été assez amélioré, le travail doit mieux payer, il faut des primes sans charge, il faut bien qu'on travaille sur les temps partiels subis, l'accès au logement des jeunes, le pouvoir d'achat des personnes âgées. Il a dit que l'indexation des retraites sur l'inflation était garantie, ou encore qu'il travaille sur ces questions-là. Et aussi, j'ai vu passer un tweet qui disait qu'il avait promis pour la énième fois de travailler différemment, de gouverner différemment. Oui, c'est à la fin, avec davantage de respect, avec respect. Donc il avait changé le caractère. Mais ça, est-ce qu'il l'a pas dit 10 fois? Mais moi, entre tout ce que tu as dit là et tout, et le j'ai changé, ça me rappelle Sarkozy aussi. Ça marche plus, tout ça, ça marche plus. Sûr. Et toutes les surprises, tous les trucs qu'il a eu avant qui ont bien marché, le grand débat pour sortir, même de faire diversion, même avec Depardieu pour faire diversion de la réforme des retraites, il n'arrive plus à faire des coups comme ça, parce qu'en plus, ça dure pas, c'est des coups court-termistes. Et puis les gens ont vu ce jeu-là, donc en effet, on a vu le débat qu'on a eu depuis maintenant 1 heure. On est en train de parler de fusion en cours de la politique française de tous les partis, et donc toutes ces propositions, elles sont inaudibles. Quand il nous parle de la réforme territoriale des départements, des régions, c'est inaudible par rapport à l'ampleur de la tectonique des plaques du séisme qu'on est en train de vivre à gauche comme à droite, et qu'il a provoqué dimanche soir avec une décision qui a pris tout le monde de court, qu'il avait négocié. Et dans un monde parallèle. Mais c'est ce qu'on disait un peu en off, c'est que c'est hyper technocratique, ça parle pas aux gens. Ce qui parle aux gens, c'est les alliances, comprendre les dynamiques. Il faut aussi comprendre que beaucoup de Français suivent la politique
pas non plus, enfin un peu de loin quoi. Et donc ça parle pas aux Français, tout simplement. Pas du tout. Alors il est 19h14, passé de 17 secondes maintenant. Je vous propose d'ouvrir et de vite refermer un petit tiroir, parce que je vois que mon deuxième plateau et mes 2 derniers invités sont arrivés, et je leur ferai pas l'inimitié de les faire patienter un quart d'heure. Il y a quelqu'un qu'on a vu aussi tenser du pied les électeurs de gauche, c'est Gabriel Attal, notamment ce matin sur France Inter. Vous avez des partis de gauche qui ont annoncé un accord. On retrouve la NUPES qu'on a connue derrière la France Insoumise qui se taille la part du lion dans cet accord avec la majorité des circonscriptions. Moins qu'avant. Et derrière, la majorité, et derrière Jean-Luc Mélenchon qui était hier aux 20h de France 2 pour annoncer qu'il était prêt pour Matignon. Moi je le dis, j'ai milité au Parti Socialiste. Donc oui, ça me rend triste. Un parti antisémite, antiparlementariste et communautariste. Ça me rend triste de voir ce parti à nouveau se mettre derrière et avancer avec la France Insoumise. Ça me rend triste de voir les sociodémocrates faire alliance avec le NPA de Philippe Poutou, parce que c'est ça dans cette alliance. Ça me rend triste de voir ceux qui ont inventé la laïcité se retrouver avec ceux qui carburent au communautarisme. Ça me rend triste de voir ceux qui ont été les défenseurs de Dreyfus avec ceux qui sont poursuivis pour apologie du terrorisme parce qu'ils ont refusé de condamner ce qui s'est passé le 7 octobre. Évidemment que ça me rend triste. Mais c'est là. C'est un fait. Ça correspond par ailleurs à ce qu'on a vu dans l'hémicycle depuis 2 ans. Pied-collé, CTRL-C, CTRL-V, nous dit Lucas, mais de qui? Non, mais on disait juste qu'en fait c'était simplement, des éléments de langage, c'est très connu en communication politique, hein. Là je te laisserai le dire. Mais... C'est Mini Macron qui répète ce que le grand chef a dit. Je me permettrai pas, mais en tout cas c'est vrai qu'on a un peu entendu ça déjà. Ouais. Mais moi ça marche plus. Je pense que ça marche pas trop ces arguments-là. Alors ça marche dans une partie de la gauche qui, je pense, reste reste bloquée sur LFI. Mais surtout, on a quand même un Gabriel Attal. Je sais pas, il faut revenir en arrière. Hein. Il faut faire du forward parce que à l'automne, ils ont quand même fait passer une loi immigration. Hein, ce parti. Et là, on disait que Gabriel Attal était très à droite. Voilà, avec quand même, on a dit que ça se rapprochait de la préférence nationale du Rassemblement national. On a quand même parlé quotas. On a parlé droit du sol. Donc voilà, il ne faut pas prendre les gens pour des débiles. Ils ont aussi eu des excès de leur côté que certains ne leur ont pas pardonné. 19h16, passé de 39 secondes. C'est l'heure du moment où on se quitte, chers amis. Donc je vous remercie pour vos phosphorescences, vos luminescences, pour l'amitié que vous avez faite. Vous êtes transportés jusqu'au studio 3F74 de la Maison de la Radio. Je vous chasse, menu militaire du plateau. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va très vite se revoir si l'exercice, évidemment, une nouvelle fois vous a plu. 19h16, 19h17, passé de 1 seconde. Merci donc Émilie Zapalski, merci Quentin Calmet, merci Lucas Lescope. Nous quittons les élans dissolitoires, le grand jeu des alliances fragiles, les recompositions à droite et à gauche, les carpes et les lapins d'une certaine manière. On quitte la politique française, mais on la garde quand même un peu pour dézoomer sur l'Europe et les élections européennes. Des élections dont les résultats à l'échelle du Parlement européen ont été éclipsés par les dissolutions d'Emmanuel Macron et qui ont placé la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, en position de force pour peser à Bruxelles. Bonsoir Patrick Martin-Genier. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po à l'ENIALCO, vous êtes spécialiste de l'Europe et vous avez commis L'Europe a-t-elle un avenir, disponible aux éditions Studirama. Est-ce que j'ai à peu près tout bon? Vous avez tout bon et la réponse naturellement est positive, mais on aura l'occasion d'en parler. On va tout à fait en parler. Alors, chers amis, vous avez de l'eau, des gobelets, vous en avez même? Ah, formidable. Merci. Autant que vous voulez, remettez bien les bouteilles en dessous, sinon elles seront au milieu de votre torse dans le champ. Et à vos côtés, Patrick, Clara Bauer-Babeuf. Salut Clara. Bonjour. Vous êtes journaliste à Euractiv. Euractiv, c'est un site qui est spécialisé sur l'Europe. C'est ça. Avant de parler de Giorgia Meloni, comment ça a été reçu l'annonce de la dissolution d'Emmanuel Macron, qui a complètement éclipsé d'une certaine manière les résultats du scrutin européen? Pas très bien, à tout le moins. Oui, alors en France, on a parlé d'un coup de poker, un peu cette carte sortie nulle part, et la réaction a été assez similaire en Europe. Ça a surpris, personne ne s'y attendait évidemment, et je pense qu'au-delà d'avoir surpris, ça a aussi évidemment créé une inquiétude, parce qu'évidemment, on gouverne l'Europe à 27, et du coup, cette dissolution aura évidemment non seulement des répercussions au niveau national, mais aussi au niveau européen. Patrick ? Oui, ça a inquiété un peu parce que vous savez que Emmanuel Macron s'était érigé, et il avait raison, comme leader de l'Europe. Il a été force de proposition et on s'aperçoit qu'avec cette montée de l'extrême droite dans beaucoup de pays d'Europe, eh bien, cela est de nature à affaiblir la France. Et vous savez que le président de la République aujourd'hui est en Italie pour le G7. Certains ont peur que cela affaiblisse la France. Pour ma part, je pense que les institutions sont suffisamment solides en France, mais il est vrai que cela inquiète. Mais il n'est pas le seul. Le chancelier en Allemagne a été considéré
considérablement lui-même fragilisé, puisque le AfD est devenu le deuxième parti politique en Allemagne. Le Premier ministre belge a aussi démissionné suite à la montée de l'extrême droite. Donc la France n'est pas le seul pays, mais c'est vrai que c'est de nature à inquiéter. Voir un grand pays, surtout dans une sorte de chaos politique, cela inquiète manifestement l'Europe. Le scrutin européen a infligé au parti d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz une humiliation historique. Sa formation d'extrême droite, Fratelli d'Italia, pour Giorgia Meloni, est arrivée largement en tête, elle frôlait 29% des suffrages. Giorgia Meloni, qui est ainsi la seule dirigeante d'un des grands pays de l'UE à sortir renforcée. À l'issue de ces élections, elle se sent en position de force pour peser à Bruxelles ? Oui, je pense. D'autant, si vous voulez, qu'elle est présidente en exercice du Conseil en Italie, ce qui veut dire qu'elle a un rôle important. Elle a réussi son pari. Elle était elle-même tête de liste de son parti, faut le dire, néofasciste, quand même d'extrême droite, en Italie. Elle a réussi son coup et elle devient incontournable à Bruxelles. Et donc, il va falloir compter avec elle sur les grands textes, non seulement, mais également pour la désignation, dans un premier temps, du président ou de la présidente de la Commission européenne. Oui, absolument, parce que Giorgia Meloni, elle est arrivée au pouvoir en Italie au milieu de la mandature qui vient de s'écouler à Bruxelles. Et en fait, le fait que là, son parti soit arrivé en tête des sondages, évidemment, ça ne fait que légitimer et renforcer sa place au sein des dirigeants européens. On peut peut-être rappeler qui est Giorgia Meloni, Clara, qui est cette femme, d'où elle vient ? Oui, alors Giorgia Meloni, c'est la présidente pas suivi. C'est la présidente du Conseil italien. Son parti, c'est Fratelli d'Italia, qui, comme le disait Patrick, néofasciste. Et elle a été élue en plein milieu du mandat, comme je le disais. Et là, la différence, c'est que son parti est arrivé, on le disait, c'était 29%, il me semble, des voix. C'est quoi sa stratégie maintenant, Giorgia Meloni ? Écoutez, c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir en étant contre l'Europe, en disant que l'Europe c'était une catastrophe et qu'elle ne voulait plus en entendre parler. Elle a à ses côtés un allié qui est encore plus dérangeant en quelque sorte, extrêmement à l'extrême droite également, Monsieur Salvini, Matteo Salvini, président de la Ligue, qui est carrément d'extrême droite et qui donc en réalité ont voulu instrumentaliser le thème de l'immigration. Madame Meloni semble être un peu plus pragmatique. D'une part, elle est pour l'Ukraine, manifestement, atlantiste. Puis la première chose qu'elle a faite, c'est d'appeler à la rescousse Ursula von der Leyen à propos des migrants sur l'île de Lampedusa. Oui, alors que quand elle est arrivée au pouvoir, ce qui est étonnant, pas immédiatement intuitif en tout cas. C'est tout à fait étonnant, surtout que l'une des premières choses qu'elle a dit, et c'est aussi sur ça qu'elle a basé sa campagne, c'était de dire, en gros, la faute à l'Europe. Une fois que je serai au pouvoir, vous inquiétez pas, on sera débarrassé de ces espèces d'institutions à Bruxelles. Or, elle s'est très vite rendue compte dans la pratique qu'il était compliqué, et notamment sur la question migratoire, de se passer de l'aide de l'Europe, des politiques européennes. Et en fait, quelques semaines après, elle s'est tournée vers Ursula von der Leyen pour lui demander de l'aide. Il y a aussi le Fidesz, le premier parti du Premier ministre nationaliste Viktor Orban, qui arrive en tête de ces européennes. Il enregistre cependant un net recul, 44% des suffrages. Alors certes, c'est un résultat qui peut faire pâlir de jalousie beaucoup de partis en Europe. C'est aussi une claque quand même pour Viktor Orban, non ? Alors une claque, j'en sais rien, vous savez, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, il a obtenu aux dernières élections législatives chez lui une majorité absolue qui lui permet de modifier la Constitution dans un sens complètement illibéral, comme on dira. Il n'y a plus de liberté de la presse, la communauté homosexuelle est surveillée, il n'y a plus d'indépendance des magistrats, c'est vraiment devenu un régime illibéral. Et ça fait 10 ans qu'il est élu. Alors effectivement, si on considère qu'avoir 44% des suffrages est une claque peut-être, je sais qu'il y a des grandes manifestations là-bas et quelque chose qui vient de tomber, la Cour de justice de l'Union européenne vient de condamner financièrement la Hongrie pour violation des règles de l'état de droit. C'est de nature à faire bouger quelque chose ? Juste rapidement pour revenir sur la Hongrie, je pense que vous avez tout à fait raison, Patrick. En fait, la Hongrie, depuis ces 10 dernières années, quels que soient en fait les résultats, maintenant, c'est entre guillemets un peu trop tard et c'est pas ce résultat qui va changer quelque chose. Donc finalement, oui, peut-être une petite claque pour Viktor Orban, mais si vous voulez, il a tellement fait en 10 ans que l'impact va rester assez minime.
Vous savez, c'est comme la Pologne. La Pologne vient de reprendre un régime démocratique, en quelque sorte, après 8 ans de gouvernance du PiS, qui était un gouvernement nationaliste populiste. C'est un gouvernement qui a fait énormément de mal, non seulement à l'Europe, mais aussi aux Polonais, à la population polonaise, avec toutes les mesures discriminatoires qu'il a prises, une atteinte à la liberté de la presse, une atteinte à l'indépendance des magistrats, même chose, une stigmatisation de la communauté LGBT. Tout ça, c'est terrible. Et c'est extrêmement difficile de relibéraliser le régime. On voit que pour Donald Tusk, qui est un libéral, qui a été président du Conseil européen, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Donc ça va prendre du temps, comme lorsqu'il faut redémocratiser un régime qui s'est érigé en véritable régime violant les règles de droit. Claire ? Oui, absolument. Il y a aussi un autre exemple très criant qui va peut-être parler aux gens qui nous écoutent en Pologne, mais je suis sûr qu'il y en a plein dans le chat qui sont polonais. Mais le PiS, c'est le parti, par exemple, qui est revenu sur le droit à l'avortement, qui est quand même un droit fondamental, et qui est revenu. Et alors là, le nouveau, Donald Tusk essaye de revenir, mais c'est très compliqué de revenir sur ce droit. Et le PiS, en fait, si on peut le dire un peu vulgairement, a flingué un droit qui a été acquis de dur labeur, un peu en un claquement de doigts, et en fait on le voit très vite, notamment avec les partis d'extrême droite, ça part sur des droits assez fondamentaux, et en général sur les droits des femmes, c'est assez révélateur de ce qui va se passer ensuite, et évidemment ça a soulevé des grandes manifestations et énormément d'indignation, ce qui est normal, mais je trouve que cet exemple de l'avortement, il est très révélateur sur ce qui a pu se passer en Pologne. C'est vrai, il y a eu des drames, il y a aussi des femmes malheureusement qui sont décédées du fait de ne pas pouvoir se faire avorter. C'est un pays qui a violé la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est très grave, s'agissant d'un pays que moi j'ai connu lorsqu'il sortait du communisme. J'y suis allé, les premières années de transition, c'était un pays qui avait énormément, qui attendait de l'Europe, qui voulait la liberté. Et aujourd'hui, quand on voit le mal qu'a fait ce parti politique au pays, je trouve que c'est très triste. Si on fait une photo là, du Parlement européen, est-ce qu'il y a des séances, des surprises ? Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas énormément de changements. Si on regarde la photographie principale, vous avez toujours la droite qui domine, donc ce qu'on appelle le PPE à l'échelle européenne. Ensuite arrive la gauche, donc assez traditionnellement. Finalement, malgré ce débat un peu national en France entre le parti de la majorité et l'extrême droite, pardon, au Parlement européen, c'est pas du tout le cas. On a toujours ces deux partis principaux, la gauche et la droite, ils sont ensuite suivis par les libéraux, donc le parti d'Emmanuel Macron, et l'extrême droite n'arrive qu'en 4e position. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que par contre, les Verts, par rapport à 2019, ont perdu plus d'une vingtaine de sièges. 22 je crois pour être exact, et du coup ça je pense que c'est un point assez intéressant à relever. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on sait les enjeux liés au climat et à la transition écologique, un parti comme les Verts perd autant de sièges? Comment on l'explique ça, Patrick, peut-être ? Écoutez, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Rappelez-vous, avant, on disait il va y avoir un raz-de-marée des extrêmes droites, parce qu'il n'y en a pas qu'une, si vous voulez. Puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu ce raz-de-marée, même si les extrêmes droites, dans leur diversité, sortent renforcées. Si on additionne les deux scores de CR et de ID, Identité, Démocratie, et les Européens, comment on appelle ça, conservateurs et réformistes, entre guillemets, eh bien, ils sont le deuxième groupe politique, certes, mais entre eux, ils sont divisés. Par conséquent, ils vont avoir un pouvoir de nuisance. Moi, ce qui va m'intéresser dans les jours qui viennent, c'est de savoir comment ils vont se répartir les postes. Parce que c'est ça, le pouvoir. Il faut vous expliquer un petit peu, Patrick, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche. Comment ça marche ? Vous savez, le Parlement... Pourquoi c'est intéressant, cette problématique-là ? Cette problématique est importante parce qu'ils votent ce que j'appelle des lois européennes, que l'on connaît, nous, sous la forme de directives, des règlements. Vous avez parlé de l'environnement, l'égalité homme-femme, les marchés publics, la citoyenneté, tout ça, ce sont des votes. L'aide à l'Ukraine, bien évidemment, le Parlement européen vote tout ça. Et lorsque il y a des élections, la première chose que l'on fait, c'est se répartir le pouvoir au sein du Parlement européen. Donc il va y avoir l'élection d'un président ou d'une présidente, qui sera sans doute du groupe majoritaire, on verra bien. Et ensuite, il va y avoir des vice-présidences. Donc la question est de savoir, est-ce que les extrêmes droites vont obtenir un poste, ce qui pourrait conduire des partis d'extrême droite à présider des séances du Parlement européen, et ensuite la répartition des postes, notamment de commission du Parlement européen. Je pense avoir croisé Thierry Breton tout à l'heure au sortir de la maison de la radio. Comme vous disiez, oui, effectivement, l'extrême droite n'a peut-être pas performé autant qu'on pouvait
l'espérer ou le craindre, ça dépend. Comment le Parlement va intégrer cette poussée de l'extrême droite ? Cette installation, en tout cas. Je pense que déjà, ce que disait Patrick, c'est juste, il faut voir, parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs extrêmes droites au Parlement européen. Il y en a deux. Il y a le groupe ID, par exemple, auquel appartient Marine Le Pen, et il y a à côté ECR, donc on disait les réformistes, conservateurs et réformistes, auxquels se rapporte plutôt Reconquête d'Éric Zemmour. Donc déjà, ils sont divisés, les extrêmes droites au Parlement européen, ce qui, du coup, de facto, leur enlève du pouvoir, de l'influence et évidemment un nombre de sièges. Donc déjà, il va falloir voir si elles décident de s'allier ensemble ou si au contraire, elles décident de faire chacune leur petit bout de chemin comme ça a été le cas. Pour l'instant, il n'y a pas d'alliance qui a l'air de pointer son nez, ce qui est plutôt dépend comment on se place, mais un avantage, parce que plus elles sont divisées, du coup, moins forcément elles auront de pouvoir, et notamment pour ce que venait de dire Patrick, pour les vice-présidences, pour les présidents de commission, qui en fait ont notamment l'influence de porter à l'agenda des sujets, de choisir de prioriser un débat plutôt qu'un autre. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Patrick, vous souscrivez ? Oui, bien sûr. Vous savez, il y a des groupes qui sont fréquentables et d'autres pas. L'AfD, l'Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne, un parti d'extrême droite d'inspiration néo-nazie, avec le chef de file qui avait récemment dit dans la campagne que tous les nazis n'étaient pas nécessairement des mauvais bougres, enfin quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, Marine Le Pen s'était complètement désolidarisée de ses propos. Et donc, ce sont des gens infréquentables. Donc, le fait de savoir vers qui le groupe de Madame Le Pen va-t-il aller. On l'a vu récemment en photo avec Matteo Salvini, qui lui-même est assez sulfureux quand même. Et donc, le fait est de savoir, pour Madame Meloni, présidente du Conseil dont nous parlions tout à l'heure, vers qui elle va se tourner. J'ai cru comprendre aussi, mais à voir de ce qui va se passer, c'est que lors de la campagne, la présidente de la Commission, Madame Ursula von der Leyen, a dit qu'éventuellement, elle ne refuserait pas le soutien d'un certain nombre de parlementaires fréquentables de l'extrême droite. Donc, on verra bien de quelle façon. Vous voyez, il y a un jeu politique qui va se dérouler, et ça, il faudrait être très très attentif, car l'Europe ne peut pas se permettre d'avoir un exécutif qui a été élu grâce à l'extrême droite. Et on voit des têtes se distinguer parmi ces gens qui pourraient rejoindre cette alliance. Oui, il y a ça. Et puis, alors, le groupe populaire, le PPE, le groupe le plus important, qui a augmenté ses voix. C'est un des rares partis, ou le seul, je crois, qui a augmenté ses sièges. Vous savez, quand on voit ce qui se passe en France, où les digues sont en train de tomber entre la droite classique et l'extrême droite, il est à craindre que sur certains textes, la droite classique, modérée, puisse voter, on verra, avec l'extrême droite, pour durcir un certain nombre de textes. Nous parlions, par exemple, du pacte asile-immigration qui a été voté. J'allais vous poser la question, et ça concerne quel texte, par exemple ? Mais par exemple, on sait que des textes importants qui sont en cours. Oui, on sait que certains ont dit qu'ils voulaient revoir le pacte asile-immigration, une dizaine de pays, dont M. Orban, et donc là, il pourrait y avoir éventuellement des changements. Oui, absolument, parce qu'en fait, au Parlement européen, le but, c'est un peu de trouver des alliances pour créer des coalitions et avoir des majorités sur des textes. Et effectivement, la présidente de la Commission européenne a dit qu'elle n'était pas forcément fermée. Et elle a dit ça, on était en période électorale, et les sondages, effectivement, prédisaient un peu une arrivée de plus de députés, d'eurodéputés d'extrême droite. Et donc, face à ça, elle a un peu, entre guillemets, tenté d'assurer ses arrières en ne fermant pas la porte à des alliances avec ces partis-là. Alors après, les institutions européennes, elles ne fonctionnent qu'avec le compromis, le consensus. Est-ce que cette arrivée de gens qui refusent ce système-là, est-ce que ça pourrait être bloquant ? Ou est-ce qu'eux aussi vont devoir finalement se prêter au jeu du consensus, de l'alliance Je pense que la configuration du Parlement européen... C'est aussi pour rappeler à ceux qui nous regardent que ça ne fonctionne pas tout à fait comme à l'Assemblée nationale, qu'il y a une culture du consensus à Bruxelles, à Bruxelles et à Strasbourg, qui est très forte. C'est pas nécessairement la culture du consensus, c'est la culture du compromis. Du compromis, plutôt. C'est très juste. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Chez le compromis, Patrick. Pas trop, si vous voulez. Oui. Mais à Bruxelles ou à Strasbourg, oui. D'autant qu'on s'aperçoit, si vous voulez, que les deux groupes, alors les groupes socialistes, sociodémocrates, le groupe PPE, Renaissance, le groupe de M. Macron, et les Verts, vont pouvoir s'entendre sur un certain nombre de textes raisonnables. Je ne pense pas
pas que l'extrême droite soit dans une situation de compromis, et d'ailleurs personne n'en voudra véritablement. Mais vous voyez, on sent que certains partis politiques en France ont été gênés. Lorsque Mme Meillet disait « Mais Monsieur Glucksmann, pourquoi vous venez pas vers nous ?» et l'inverse, « Pourquoi Mme Meillet vous venez pas vers nous ?» Tout simplement parce qu'on sait très bien qu'entre les sociodémocrates modérés et la droite modérée, il y a constamment des compromis, et que donc au final, c'est pas qu'on se ressemble, mais c'est qu'on accepte de discuter pour aboutir à des textes raisonnables. Donc évidemment qu'il y aura un compromis au Parlement européen, et ce sera d'autant plus fondamental dans les années qui viennent. Oui, absolument. Et si je peux rajouter, alors, pour l'anecdote... Tout ce que vous voulez, Clara. Écoutez, pour l'anecdote, parole d'eurodéputée, donc Laïla Chaibi, eurodéputée de la France Insoumise. Donc j'étais au QG pour, pas par conviction politique, mais pour couverture éditoriale. Parce que vous êtes journaliste, justement. Et donc j'étais avec Laïla Chaibi au moment de l'annonce des résultats, et donc je lui demande, est-ce que ça vous fait peur 30 quand même députés du Rassemblement national qui vont se retrouver à Bruxelles. Et alors, elle était assez inquiète de ce que ça disait du pays, mais en attendant, elle m'a dit de toute façon, ces gens-là, on ne les voit jamais au Parlement européen. C'est un peu les députés fantômes, ils ne viennent jamais travailler, donc au final, ça ne l'a pas non plus inquiétée, parce que elle s'est dit que de toute façon, ils ne les croiserait pas. Pardon, Patrick. Oui, non, mais ce qui montre bien, si vous voulez, que voilà, la difficulté, c'est qu'on élit des députés européens et ils disparaissent de la circulation pendant 5 ans. Donc qu'ils viennent au Parlement ou pas, finalement, c'est pas très, on va dire, c'est pas très gênant. C'est très gênant pour la démocratie quand même. Et donc, on verra bien ce que ça fait. Mais vous savez, quand les Français ont élu, c'est la démocratie, 30 députés du Rassemblement national, que vont-ils faire? Ils vont être marginalisés de toute façon. À supposer même qu'ils viennent, de toute façon, on ne prendra pas en compte leurs observations. Ils auront effectivement un pouvoir de nuisance, à supposer qu'ils soient d'accord entre eux. Ce qui n'est pas du tout évident, ce qui n'est pas leur nature, en fait. Voilà, donc l'essence d'un parti un peu nationaliste, c'est plutôt de défendre son pays, en tout cas. Oui, et d'ailleurs c'est très révélateur parce que je crois que vous en parliez juste avant, mais à l'annonce de la dissolution donc de l'Assemblée nationale, vous avez à peu près la moitié de la liste, des eurodéputés qui avaient été élus, qui en fait ont dit que finalement ils ne se tourneraient pas vers une carrière d'eurodéputé, mais ont préféré quitter ces fonctions pour rentrer en campagne législative en France. Du coup, ça prouve aussi le peu d'intérêt finalement qu'ils ont pour l'Europe et les questions européennes, parce qu'ils sont capables en fait de switcher de eurodéputé à député et campagne européenne à campagne législative. Voilà. Et ça fait marrer Patrick. Bah oui, parce que je veux dire à Monsieur Bardella, campagne électorale en France, s'il devient Premier ministre ou s'il intègre un gouvernement, il va quitter immédiatement Strasbourg, donc il aura siégé quelques jours. Beaucoup d'autres personnes suivront les politiques à Paris. Donc on voit bien que finalement c'est qu'une façon de se positionner. Plusieurs partiront, et donc évidemment ça fera monter des députés de la liste, des gens qui seront parfaitement inconnus, on ne saura pas ce qu'ils feront, et donc c'est quand même assez dommageable pour la démocratie européenne. Il y a Jésus-Zina, salut Jésus-Zina, qui est un de nos spectatrices, viewers, dans le chat, qui demande s'il y a une prise de pouvoir par les extrêmes au Parlement européen, quand pourrions-nous voir des directives arriver et quel serait le sujet priorisé dans leurs décisions? Alors peut-être que le mot directive n'était pas bien choisi, en tout cas, qu'est-ce qui pourrait se passer là, dans production de normes, pour peut-être généraliser, si l'un ou l'autre des extrêmes arrivait au Parlement européen? Et sur quel calendrier? Donc je crois que c'est ça la question de Jésus-Zina. Salut Jésus-Zina, merci de rester avec nous. Alors si j'ai bien compris la question, déjà il faudrait, on en parlait de ce système de coalition, il faut, même si évidemment qu'il y a plus de d'eurodéputés d'extrême droite qu'il n'y en a jamais eu, il faut bien se rendre compte qu'ils n'ont pas une majorité du tout et qu'avant qu'ils soient capables de renverser un texte, de renverser le Parlement européen, on n'y est vraiment pas. Là, ce qui est plus contraignant, on va dire, c'est que maintenant on est obligé un peu de dealer avec eux parce qu'ils sont là et évidemment que la démocratie fait qu'on prend tout le monde en compte. Pour l'instant, j'ai envie de dire... pas trop d'inquiétude, ils vont pas revenir sur des textes fondamentaux, de toute façon ils ne sont pas assez nombreux, ils n'ont pas de majorité. Ce qui est plutôt à surveiller du coup, c'est les alliances dont on parlait au début, et là effectivement sur des alliances, par exemple le PPE, donc la droite qui est le plus grand groupe, effectivement s'il y a des alliances entre la droite et l'extrême droite, là on pourrait peut-être voir une certaine forme d'influence, mais pour l'instant il reste, et on le disait au début de l'émission, quatrième groupe du Parlement européen, et loin derrière le PPE. Il me semble que le PPE, c'est plus de 180 eurodéputés, et il me semble que le groupe ID, donc, auquel appartient le Rassemblement national, c'est à peu près 80 députés, quelque chose comme ça. Oui, alors il faut savoir une chose, c'est que le Parlement,
c'est un Parlement, par définition, ce n'est pas lui uniquement qui fait la règle. Nous parlions tout à l'heure, vous parliez des directives. Il faut savoir qu'il y a quand même un système institutionnel. Il y a une lutte entre les différentes institutions, une coordination. Normalement, c'est la Commission qui propose des textes de loi, directives, qui sont envoyés à la fois au Conseil des ministres, qui représente les États, et le Parlement européen. Donc le Parlement européen lui-même, qui n'a pas l'initiative des lois, en quelque sorte, n'est pas en situation de renverser une jurisprudence ou des textes de loi. Il peut le faire, mais en concertation avec le Conseil des ministres et la Commission. N'oublions pas le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, qui doit aussi donner des grandes orientations. C'est aussi un exécutif. Et donc le Parlement, en tant que tel, ne peut pas à lui seul renverser des textes de loi, mais la personne qui est Jésus-Gina, c'est ça, pardon Jésus-Gina. Voilà, eh bien, a tout à fait raison, en ce sens que le Parlement européen, oui, pourrait influer sur les textes. Par exemple, on parle de l'écologie. Beaucoup d'extrême droite ont parlé de l'écologie punitive, même dans la droite classique. Donc cela pourrait amoindrir effectivement ces directives, revenir sur certaines choses vis-à-vis des agriculteurs, par exemple, les carburants, l'agriculture verte, tout ça, ça pourrait avoir une influence effectivement non négligeable sur les textes à venir.